Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As here's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. Bon matin, bonsoir, bon après-midi, peu importe le moment de la journée que vous écoutez ce balado. Je vous souhaite la bienvenue cordialement à la Triple Menace édition du 18 décembre 2023. Disons-le, maintenant c'est officiel, ça va être le dernier épisode de la Triple Menace pour l'année 2023. Donc, on vous dit ça tout de suite en entrée d'émission que après cet épisode-ci, on va prendre une petite pause de sport, en fait de jaser de sport pour temps des fêtes avec la famille, avec les amis, jour de l'an, être un petit peu décrissé après ça par après. Mais vous devez faire la même chose. Prenez du temps aussi pour votre famille et vos amis. Là. Vous l'avez mérité aussi, surtout pour aussi shout-out à nos étudiants à l'école. Moi, je suis quand même content. Dans mon cas, la soirée qu'on enregistre, c'est mon avant-dernière. En fait, c'est ma dernière soirée où est-ce que je me dis « Fuck, j'ai quelque chose à remettre demain. » Félix, je te regarde toi. Comment ça se passe de ton côté, là? On se sent fatigué, Mais tu vois, on sent que la fin approche. Tu sais, là, tu vois, dans les dernières minutes, en fait, juste avant qu'on commence le show, on a remis le dernier gros travail. Il me reste 2 examens, puis après ça, jeudi matin, dernier examen, ciao bye, et ça va être l'heure des vacances après. Mais écoute, on va prendre un petit peu de temps ce soir, on va jaser de sport, on va rendre ça le fun, on va essayer d'égayer la journée de ceux et celles qui sont comme nous, un peu pris dans cette fin de session-là, et ceux qui sont polis dans le magasinage de Noël ou la dernière semaine avant les vacances de Noël. Si vous nous écoutez dans votre char cette semaine en allant à job, on vous salue. On est avec vous et on vous supporte. Noël s'en vient, on lâche pas. Et d'ici là, on va jaser un peu de sport pour la dernière fois en 2023. By the way, pas besoin de mentionner que Pop ici n'a pas besoin de mentionner qu'il n'est plus à l'école. Sale vieillard. En théorie, écoute, j'ai fait 5 ans de cégep, fait que pour moi, j'ai fait un bac universitaire, fait que moi, je peux dire que j'ai fini l'école depuis un bon moment déjà, là. Mais quand même, ça reste quand même que vendredi, j'ai une belle petite run de 9 heures de char à faire pour aller voir mes parents dans mon hood en partant de Val-d'Or vendredi matin. Fait que let's go! C'est la ride annuelle de char de Noël. Fait que ça va y aller au toast. We ride. We ride, indeed. Aujourd'hui, c'est quand même intriguant comme mission parce que là, j'essaye finalement de faire un peu ce que Félix fait. J'ai la musique qui me joue dans les oreilles. Oh! Peut-être. T'as finalement embarqué dans mon trip. J'essaye. Aujourd'hui, je me dis, je vais écouter de quoi un peu relaxant. Je recommande tout le monde à la maison d'aller écouter ça. C'est un guitariste japonais qui s'appelle Masayoshi Takanaka. J'ai appris le nom de ce gars-là grâce 100% à mon algorithme YouTube. La vidéo, le gars, il saute en parachute au-dessus de belles îles de l'Asie du Sud-Est. C'est magnifique, c'est relaxant. J'ai envie de prendre une marche sur la plage. Je vous recommande tout le monde d'écouter ça. Ça va peut-être vous apporter un peu de soleil dans votre journée. Dans les belles plages de la ville de Boisbriand, on s'entend, certainement. On a techniquement une plage, je pense, mais pas vraiment accessible au public. Accessible à pas grand monde. Faut le dire vite, le mot plage. Ça dépend de ce qu'on considère étant une plage. Bref, trêve de bavardage parce qu'on a quand même du sport à jaser un petit peu cette semaine et notamment, on va commencer par la NFL parce que on commence à avoir un petit portrait des séries éliminatoires qui commencent à se dresser. On voit d'autres équipes tomber, on voit des divisions débloquées. À commencer justement par les 49ers qui, on se doutait un petit peu, pas mal la meilleure équipe dans le football. Puis aujourd'hui, ils ont, c'est pas comme si c'était une grande surprise là, mais officiellement vainqueur de division. Le premier vainqueur de division. Félicitations les Niners, les 49e. Félicitations. Fait que, oui. Essayez donc de faire quelque chose en série maintenant, là. Exact. Puis ça arrive quand même dans une grosse game qu'ils ont gagné 45-29 contre nul autre que les Cardinals de l'Arizona. By the way, je tiens juste à dire avant qu'on se lance sur les 49ers, si la saison se termine aujourd'hui, les Cardinals vont être à 3 victoires. Je tiens à dire qu'au début de la saison, combien de victoires est-ce que j'ai dit que les Cardinals allaient avoir? 3 victoires. Et ça, c'était probablement dans le meilleur des scénarios.
avec Joshua Dobbs. Tu vois, ça va pas mieux depuis que Kyler Murray est là. C'est vrai que ça va pas mieux. Ben, un peu. Ben, tu vois, aujourd'hui, tu sais, honnêtement, les Niners ont fini par gagner ce match-là, mais je vais quand même donner un peu de respect aux Cards. Ils se sont bien battus. Puis le score est un peu mensonger parce qu'à la fin, il y avait du garbage time là-dedans, mais honnêtement, pour une bonne partie du match, les Cardinals se défendaient. Puis c'était pas un bon effort quand même. Je vais saluer l'effort contre ce qui est possiblement la meilleure équipe. En fait, je dirais probablement la meilleure équipe de la NFL en ce moment. Probablement. Très probablement. Moi, je vais dire, moi, je suis prêt à sauter sur ce wagon-là. La meilleure équipe au football. Oui. Ouais, j'ai pas de problème avec ça. Non seulement ça, là. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se vanter d'avoir mis 30 points sur les 49ers cette saison. Là. Non, exact. Puis, malgré parmi tout ça, on va se le dire. Là, la course au MVP, là, on le sait, cette année, c'est très pêle-mêle. On ne sait pas qui. Il n'y a pas de front-runner vraiment définitif. Il n'y a personne qu'on se dit « Oui, c'est lui ». Ben, c'est quoi les boys? Je pense qu'on l'a aujourd'hui. Et c'est un membre de l'attaque des 49ers et ce n'est pas Brock Purdy. Aujourd'hui, je le lance officiellement. Là, ça va être une première. Ben, une première, pas réellement, là. Mais ça va être quelque chose de rarissime qui va se donner cette saison. Le titre de MVP sera remis à Christian McCaffrey. J'aime ça. Moi, si on peut éviter un peu que les journalistes, le membre des médias de la NFL, si on peut éviter qu'ils soient larges comme ils sont à chaque année, soit de nommer le meilleur carrière de la meilleure équipe à chaque année pour déterminer l'MVP, moi, je pense qu'on peut être content. Moi, je tiens encore mon bout en disant que Tyreek Hill est le MVP, mais le fait de ne pas jouer aujourd'hui, est-ce que ça peut donner peut-être le petit edge à Christian McCaffrey? Ça, c'est argumentable, mais... OK. J'ai une question maintenant pour toi, Pop. Oui. La semaine prochaine, OK? Oui, là, oui. Les Dauphins, il y a eu qu'une dog game cette semaine qui ont gagné 30-0 contre nul autre que les Jets. Mais la semaine prochaine, à Noël, les Dauphins ont un gros défi qui s'en vient. C'est pas San Francisco? Les Cowboys. Ah, c'est vrai. Les Cowboys de Dallas. Maintenant, les Cowboys de Dallas ont perdu. Le pari à Félix n'a pas fonctionné. Dans le sens que maintenant, on ne considère pas vraiment Dak Prescott comme MVP, considérant la saison qu'il y a eu, la game qu'il y a eu cette semaine. Considérant, peut-être, on se dit, les Dauphins l'échappent la semaine prochaine. Pop, est-ce que Tyreek Hill est toujours ton MVP? Je pense que ça va plus se régler par est-ce que Tyreek Hill va premièrement jouer la semaine prochaine? Il y a ça, oui. Il n'a pas joué aujourd'hui contre les Jets avec une blessure à la cheville, si ma mémoire ne fait pas défaut. Alors, s'il ne joue pas la semaine prochaine, là, je pense que ses chances commencent à s'envoler. Mais, écoute, ça se décide quasiment de jeu en jeu. Là. D'après moi, celui qui va faire le jeu le plus explosif d'ici la fin de l'année va probablement gagner l'MVP. Mais bon, on a ce débat-là, mais on sait tous qu'à la fin, vu qu'on vit dans un monde où il n'y a rien qui marche ou qu'il n'y a rien de bon sur cette terre, can have shit in Detroit, ça va être quand même un QB qui va gagner cette année. Ok, je pensais que tu allais dire Daniel Jones. Ça, c'est mon vote, c'est pas pareil. Non, mais... il joue même pas. Il s'est fait voler la ville de New York par Tommy DeVito. Je m'en fous. D'ailleurs, soit dit en passant, ça prouve à quel point le football, la NFL, ça change vite. On a passé il y a quelques jours à Zach Wilson et Tommy DeVito, respectivement, joueurs de la semaine dans les deux conférences de la NFL. Les deux ont même pas fini le match aujourd'hui, puis leurs équipes se sont fait rosser. Ça va vite, la NFL. Ça va vite, la NFL. C'est de semaine en semaine. Ça change tellement vite. Puis écoute, tu parlais, semaine passée, je parlais de Dak Prescott. Puis là, sa game d'aujourd'hui le sort complètement. Puis je veux dire, il y a une partie de ça qui est attribuable au fait que les conditions météorologiques n'étaient pas magnifiques. Puis tout. Mais ça reste que les Cowboys ne se sont pas présentés contre une défense des Bills qui a été. C'est les Cowboys. Tu sais, pour moi, ce match-là, l'en dit beaucoup sur les Cowboys. Ça, encore une fois, c'est des matchs que les Cowboys perdaient dans les années passées. Et là, on n'a pas juste perdu, on s'est fait dévisser par des Bills qui ont eu des problèmes. C'était horrible. Puis ils ont eu des problèmes, les Bills, là. Mais tu te fais quand même traverser par ces Bills-là. Pour moi, c'est pas un bon signe pour les Cowboys. Peut-être que la semaine prochaine, les 49ers vont se faire rosser, puis
Brock Purdy, Christian McCaffrey, tout ça va être mis au vidange. Tu parlais de Tyreek Hill. Moi, pour moi, depuis le début, Tyreek Hill, sa seule chance, c'est de faire 2000 verges. Est-ce que c'est encore réaliste? Chose qu'il va le faire aisément si... Ben, écoute, ça devient beaucoup plus compliqué avec son match manqué aujourd'hui. Puis le match contre les Titans où il n'avait pas beaucoup joué non plus, ça devient pas mal difficile pour Tyreek Hill de faire ça. Là, rendu là, il reste qui? Il reste Purdy, qui selon moi est le favori en ce moment, même si ce serait pas mon choix. Il reste McCaffrey, il reste Lamar. Tu sais, c'est tellement... Il y a tellement pas beaucoup de candidats que pour moi, McCaffrey, c'est peut-être sa meilleure chance de le gagner. Encore aujourd'hui, contre une défense des Cardinals qui était et pas la meilleure défense contre la course de la NFL, mais McCaffrey est arrivé, il y a eu un autre excellent match qui m'a d'ailleurs coûté ma saison en fantasy. Mais écoute, McCaffrey reste un joueur qui se présente à chaque semaine, on le voit quand il n'est pas là, l'attaque des 49ers fonctionne moins bien et sa présence fait tellement rouler cette attaque-là. Pour moi, en ce moment, McCaffrey est le meilleur candidat pour ça. Et j'ajouterais un autre candidat qui est un peu moins sérieux, mais moi, j'ai regardé le football cette semaine et pour moi, s'il y a un gars qui mérite d'être considéré pour l'MVP, c'est Justin Herbert. Parce que quand le fait de partir fait en sorte que tu te fais mettre 63 points par les Raiders qui ont aidé O'Connell, tu te fais mettre 63 points puis l'attaque a été blanchie la semaine dernière. C'est horrible. Puis tu vois, la question, est-ce que Justin Herbert est capable de lever une équipe ou non? Si ça, c'est les Chargers sans Justin Herbert, sérieusement, most valuable player. Je pense que Justin Herbert s'est fait un bon cas en ne jouant pas cette semaine. C'était rough pour les Chargers. C'était quoi ça a coûté son boss à Brandon Staley et Tom Telesco, le directeur général de l'équipe. Les deux qui étaient sur un siège éjectable depuis tellement longtemps. Il était temps pour Staley que ça finisse. Et là, c'est finalement fini. Je pense que ça célèbre encore à LA pour les 4 fans des Chargers qui sont des vrais assidus de l'équipe. Si vous êtes un fan des Chargers qui nous écoute, on espère que vous êtes content. Puis c'était terrible. Puis sérieusement, Justin Herbert mérite d'être un MVP. Et pour moi, ce match-là le place dans la conversation parmi les 2-3 meilleurs carrières de la Ligue juste pour ça. Juste de voir ce qu'il y avait de faire une équipe des Chargers qui... c'était rough. C'était vraiment rough de voir ça. C'était quoi que j'ai vu cette semaine? C'était justement Justin Herbert peut rien faire dans cette ligue, il est pas capable de carry une équipe, il peut rien faire, puis ça monte, ça passe à, je pense que c'était à Quentin Johnson qui est échappé. Ouais. Johnson, il pense qu'il est échappé. Si Justin Herbert peut rien faire dans cette ligue-là. Puis Justin Herbert peut pas faire des placements en fin de match pour essayer de gagner par 3 points, malheureusement. Non, mais c'est de sa faute. Mais overall, une saison qu'on doit un peu oublier du côté des Chargers qui, présentement, sont à une fiche de 5-9, loin du portrait des séries éliminatoires. Toutefois, les séries, on commence, j'en parlais en début d'émission, dans cette AFC, on commence à avoir des équipes qui bougent un peu. Félix nous a préparé un petit portrait de la chose pour la division américaine. Qu'est-ce que tu nous as cuisiné aujourd'hui? Ben en fait, je regardais un peu, Mio, on va parler un peu de tes Steelers, malheureusement, qui ont été défaits cette semaine dans une autre performance pathétique contre les Colts. Et tout ça fait en sorte qu'en ce moment, quand on enregistre, il y a le match des Jaguars contre les Ravens. Et avec tout ça, les Colts sont à une fiche de 8-6 cette saison, ce qui, honnêtement, bravo à Shane Steichen qui fait un travail exceptionnel avec cette équipe-là. Perdu son carrière Anthony Richardson à la semaine 5, je crois que c'est 4 ou 5, je suis plus certain, mais c'est en tout début de saison. Gardner Minshew est arrivé et cette attaque-là continue de rouler. Et hier, samedi, pour ceux qui nous écoutent plus tard dans la semaine, on a vu pendant le match Michael Pittman qui a été victime d'une commotion. On a vu Zach Moss qui était le porteur de ballon numéro 1 en l'absence de Jonathan Taylor. Les deux se sont blessés. Et même à ça, on a réussi à gagner pour les Colts. C'était une performance qui était super intéressante. Et là, tu vois, les Jaguars sont à 8-5. Si les Jags perdent ce match-là contre des Ravens qui, en théorie, leur sont supérieurs, on commence à avoir une course qui est vraiment intéressante. Et les Texans sont aussi là à 8-6. Ça commence à faire une belle course à 3 équipes là-dessus. Mais on ne parlera pas des Titans qui sont bien en arrière de tout le monde. Mais ça reste quand même que cette belle course à 3-là, 3 équipes qu'on ne voyait pas nécessairement. Les Jaguars, on s'attendait peut-être plus à les voir là, mais souvent, on voyait peut-être les Titans au deuxième, peut-être même au premier rang. Fait que ça fait une belle course à 3 dans cette division-là, et ça va faire en sorte qu'on va avoir une super belle fin de saison là-dedans. Pour ce qui est des Ravens, je veux bien croire que Joe Flacco continue de faire gagner les Browns
Je sais pas trop pourquoi, mais je pense que les Ravens ça s'appelle le vaudou et la magie noire. Ouais, mais j'ai dit, c'est complètement surréel. Et je sais pas si cette ballonne-là va finir par péter à un moment donné. Puis, mais ça reste quand c'est encore chanceux qu'ils ont gagné aujourd'hui parce que. Ouais, c'est ça a décrit. Puis... Tu sais, Joe Flacco, il a été meilleur comme du pire, là, plusieurs interceptions, mais en fin de game, on sent l'expérience, puis tu sais, il met ses couilles sur la table en fin de game là, pour aller chercher une victoire. Tu as aussi le fait que le gars des Bears a échappé à Hail Mary, mais tu regardes ça... Même deux. Oui, c'est vrai, il y a deux gars, c'est vrai. Je pensais à Mooney, mais c'est vrai, il y en a aussi un autre qui en fin de première demi, que ça passait à ça, qu'on ait deux Hail Mary dans une même game. Ouais, puis tu regardes ça, puis les Ravens, ça semble pas mal assuré dans la division de la AFC, la division des Dolphins. T'as justement, les Dolphins semblent avoir une longueur d'avance. Et dans la division des Chiefs, la défaite des Broncos et la victoire des Chiefs font en sorte que là, les Chiefs peuvent respirer un peu plus. Mais pour moi, dans la AFC South, tu regardes ça et tu commences à avoir une maudite belle course. Et même l'équipe qui gagnera pas, ça va faire en sorte qu'il va y avoir du monde pour la bataille des wildcards. Maintenant, il faut que tu sois... Si t'es les Broncos, les Bills, les Colts, les Texans, les Jaguars, faut que tu sois parfait d'ici la fin de la saison parce que ça va être une fin de saison serrée. Tout le monde va se battre. Et t'as les Bengals qui sont là aussi. T'as les Browns qui sont là. T'as les Steelers qui commencent peut-être à tirer un peu de la patte à ce niveau-là. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de monde et l'AFC va être très intéressante à suivre d'ici la fin de l'année. Les Bills aussi, j'ai oublié de mentionner les Bills, mais avec cette victoire-là aujourd'hui, ça vient ajouter vraiment de l'intrigue. Et les Bills commencent à faire peur. Fait que ça va faire en sorte qu'on va avoir beaucoup d'intrigues. Et dans la NFC, on en a aussi beaucoup. Je vais parler des Rams un petit peu plus tard dans le show, mais ça reste que on a des belles courses qui se dessinent. Et pour moi, la AFC South, c'est une course que je vais surveiller beaucoup d'ici la fin de l'année. Il y a des noms très intéressants et je pense qu'on va avoir des gros matchs pour déterminer l'issue de cette division-là. Moi, ce que je regarde aussi, c'est le sud de la nationale qui est tellement overlooked parce qu'il n'y a rien de vraiment spectaculaire. T'as les Buccaneers qui jouent pour 500, qui sont 7-7. Baker Mayfield qui semble trouver une niche du côté des Buccaneers. Mais t'as les Panthers à 2-12 qui ont d'ailleurs gagné aujourd'hui contre les Faucons. Les Faucons, mesdames, messieurs, qui ont... Il y avait 3 équipes à 6-7 aujourd'hui. Puis Atlanta trouve le moyen de perdre contre la pire équipe de la NFL. Comment se sortir? Comment prendre le clos 101 version Falcons Atlanta? Mais ça, c'est Ils nous ont habitués un petit peu à ça dans le passé, right? Je sais pas de quoi tu parles. Mais écoute, tu parles des Falcons, c'est leur coach Arthur Smith qui est détesté par n'importe quel joueur de fantasy football. Moi, je l'ai bien aimé du temps où il était coordinateur offensif des Titans. C'est lui qui était coordinateur d'une des meilleures attaques que j'ai vues à Tennessee. Et je sais pas, c'est bizarre ce qui se passe là. Puis ce qui est drôle, c'est que sa relation avec les proprios semble bonne, sa job semble assurée, mais ça marche pas. Il y a quelque chose qui marche pas. Je regarde Atlanta, je vois rien dans cette équipe-là, puis c'est un peu inquiétant que je vois rien, considérant qu'on a Kyle Pitts qui est un 4e choix au total, on a Drake London qui est un 7e choix au total, et on a Bijan Robinson qui est un 8e choix au total. Je sais pas, je comprends pas les Falcons. Cette équipe-là a tellement de potentiel, mais ça marche pas. Puis Desmond Ridder est définitivement pas la solution. Taylor Heinicke l'est pas plus. Je sais pas qu'est-ce que ça prend de plus à Atlanta. Peut-être un carrière qui a de l'allure. Peut-être que Joe Flacco est disponible si jamais. Mais je sais pas. Atlanta, je le vois pas. Puis je pense que cette défaite-là les sort de la course. Mais même à ça, si je suis une équipe dans la NFC puis je vois que mon match-up en première ronde, c'est les Buccaneers ou c'est les Saints. Hey, tu vas te... Ça livre, là. Ça risque d'être les Eagles ou les Cowboys qui vont les affronter. Sérieusement, c'est pas le match-up qui me fait le plus peur. Mais si c'est les Cowboys qui se retrouvent contre une de ces équipes-là, mon Dieu que ça va être bon s'ils perdent. Que ça va être magnifique. Les memes. J'entends déjà Stephen A. Smith qui va en parler pendant des heures. A tragedy waiting to happen. Non, mais écoute, tu parlais de la NFC un peu, je vais te ramener un peu sur la course aux séries qui se passe là. Parce qu'en ce moment, quand tu regardes ce qui se passe dans la NFC, on parlait de la AFC comme quoi il y a plusieurs équipes qui s'étaient ramenées dans la course. La NFC, c'est un peu tout le contraire en fin de semaine.
t'avais un gros bundle d'équipes un peu. J'en parlais quand je parlais de la situation des Rams. T'avais les Packers qui étaient là-dedans. T'avais les Vikings qui avaient une petite longueur d'avance. T'as aussi les Buccaneers qui sont là, les Saints qui sont là. Et t'as les Rams et t'as les Seahawks qui vont jouer demain. Donc, on peut pas encore faire de conclusion. Mais pour le bien de l'exercice, je vais assumer qu'ils vont perdre demain contre les Eagles. Tellement hâte que quelqu'un ressorte ce clip-là mardi en me disant « Wow, Félix, t'es vraiment stupide. Les Seahawks sont torchés les Eagles. » Mais. Surtout que tu portes tellement les Eagles dans ton cœur puis tu crois tellement. Je crois pas aux Eagles cette année. Mais bref, tout ça pour dire que les Vikings ont perdu un match qui était très prenable contre les Bengals. T'as aussi les Packers qui ont perdu aujourd'hui contre les Buccaneers dans un match qui va avoir des grosses répercussions. T'as les Saints qui ont réussi à battre les Giants. C'est un drôle de match, mais une belle victoire des Saints quand même. Les Buccaneers qui ont battu justement les Packers et les Rams. Il y a quelques semaines, j'étais le premier à taper le tambour des Rams. Comment t'as dit ça? C'était la meilleure équipe à 5-5. La meilleure équipe de 4 et 6. La meilleure équipe de 4 et 6. Aujourd'hui, les Rams sont en série si ça devait se terminer aujourd'hui. Ils jouent avec pour le 500. 7e seed. Ils jouent pour 500. Et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup de cette équipe-là, en fait, ce que j'aime beaucoup de leur position au classement en ce moment, c'est que devant eux, tu as les Vikings au 6e rang. Je crois pas aux Vikings. Je pense que sans Kirk Cousins, cette équipe-là va nulle part et la magie de Josh Dobbs est partie. Je pense que c'est réaliste de voir les Rams passer au 6e rang. Et s'ils sont au 6e rang, on peut affronter l'équipe qui est au 3e rang. Et qui est l'équipe au 3e rang en ce moment? Les Lions de Détroit. Donnez-moi un match Goff contre Stafford en première des séries. Oui, donnez-moi ça, je veux ça. Oui. Ça va être magnifique. Stafford va retourner au Ford Field à Détroit. Ça va être exceptionnel. Tout le monde saura pas comment réagir parce que Goff c'est l'ancien des Rams, puis t'as Stafford qui est l'ancien des Lions. Ça va être. Les histoires vont s'écrire tout seul. Qui va gagner le duel? Qui a gagné cet échange-là des années après? J'adore ça. J'adore ça. Je veux un match Rams-Lions en série. Quoique, par exemple, je dirais pas non un bon duel de division Lyon contre Vikings en série, par exemple. Ça pourrait être... Non, mais les Vikings, j'y crois plus. La chaîne est débarquée. Je veux dire, pour moi, le meilleur match que tu peux avoir, c'est Lyon-Rams. Les Vikings, moi, je pense que les Vikings sortent du portrait des séries d'ici la fin. Puis c'est rien contre cette équipe-là, mais Nick Mullins, c'est correct. Josh Dobbs est visiblement plus bon. Puis Jaron Hall, peut-être, mais on l'a pas vu. J'y crois pas. J'y crois pas aux Vikings. Tu débarques officiellement du bandwagon, du pastronaut Josh Dobbs. Écoute, son entraîneur a débarqué du bandwagon aussi, fait que je vais quitter malheureusement aussi. Tant qu'à parler de médiocrité, on va se ramasser du côté du basketball parce que, mesdames, messieurs, on a enfin une victoire des Spurs de San Antonio qui est... Malgré le pire de toute cette séquence-là, n'était quand même pas la pire séquence de la NBA en ce moment. Mais, évidemment, il fallait que ce soit contre les champions du tournoi intra-saison, les Lakers de Los Angeles. Oh, mon Dieu! Puis Victor Wembanyama, il a mangé. Je sais pas quoi dire, là. On essaie de croire en vous, les Lakers. On essaie... On se remet... Pas moi. Non, mets-moi pas là-dedans. Je ne suis pas on se remet encore des mimes de Mickey et de la bulle à Orlando. Vous gagnez le tournoi intra-saison juste pour renforcer. Et là, vous perdez contre les Spurs de San Antonio. Mais c'est pas si pire, vous pourriez avoir perdu contre les Pistons de Détroit. Exactement. Pour mon animal totem de la NBA, et qui est my boy Greg Popovich, le troisième du nom, ça fait du bien. Ça fait du bien. Moi, j'aime ça. C'est encourageant de voir du côté des Spurs. C'est sûr que en ce moment, vraiment l'une des pires formations dans la NBA. En fait, deuxième pire formation dans la NBA, clairement, parce qu'on a les Pistons de Détroit qui sont encore pires. Il y a la progression qui se donne chez les jeunes à San Antonio. De ce côté-là, c'est quand même encourageant. On parlait du match, justement, contre les Lakers. Écoute, Devin Vassell, 36 points dans le match. Devin Vassell qui commence vraiment à s'installer parmi l'un des joueurs de ce jeune noyau des Spurs de San Antonio aux côtés de Victor Wembanyama qui a connu aussi une excellente semaine et Keldon Johnson qui continue de garder un petit peu tout ça justement dans le backcourt. Une belle semaine je veux dire, du côté pour les Spurs pour ce qui est
des victoires, parce que quand même, l'équipe est 4-21. Ils ne feront pas les séries éliminatoires. Là. C'est encourageant, certainement plus que les Pistons. On parlait des Pistons. J'ai une petite affaire que j'avais envoyée cette semaine sur notre conversation à Loop 360. Là. En ce moment, les Pistons de Détroit sont dans la course pour aller chercher des joueurs. Parce que c'est la période des transactions maintenant qui est officieusement, veut-on? Officieusement ouverte. Et il y avait des rapports comme quoi les Pistons de Détroit seraient à la recherche de joueurs dont Tobias Harris et OG Anunoby. Maintenant, on se dit, de un, pourquoi? Et de deux, qu'est-ce que tu as échangé? Vous donnez quoi? Qu'est-ce que les Pistons peuvent donner? La valeur à Cade Cunningham n'est pas encore là sur le marché, malgré son potentiel. Pour les Pistons, peut-être que c'est un joueur intouchable. Je ne sais pas. Personne n'est vraiment intouchable dans le sport professionnel. C'est quoi la valeur de Cade Cunningham sur le marché? Puis même à ça, je pense pas que d'aller chercher des joueurs de ce trempe-là, c'est pour remplacer Cade Cunningham, mais peut-être plus pour l'entourer. Maintenant, qu'est-ce que tu as donné? James Wiseman, Killian Hayes, c'est peut-être un sac de chips, puis ça pourrait le faire. T'sais? Je pense que c'est juste ça que tu as donné. Ou, excusez-moi, je dis sac de chips, peut-être des ailes de poulet chez Wingstop qui donnent à l'aréna des Pistons si l'équipe gagne. Attends, non, mais écoute, tu parles de Wingstop aussi, je t'arrête juste là-dessus. Je sais pas si vous avez remarqué, si vous avez 2 minutes, allez voir le compte Twitter des Pistons, OK? Il y a quelque chose qui est absolument hilarant dans les graphiques de score de match parce que les Pistons perdent à chaque fois. Attends, je vais y aller live. La commandite, pour ceux qui vont pas, je résume vite. Dans le fond, à chaque fin de match, comme toutes les équipes, les Pistons publient le graphique de fin de match. Et depuis quelques semaines, en fait, à chaque fois, c'est le logo de la compagnie qui est là. Et ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque défaite, le logo s'éloigne un peu plus du logo des Pistons, comme si on essaye de se dissocier de plus en plus de peu importe c'est quoi qui se passe sur le terrain. De plus en plus, il s'éloigne. Avant, il était juste en dessous du logo des Pistons. Après ça, on l'a mis dans le coin en bas à gauche. Là, il est rendu dans le coin en bas à droite, le plus loin possible. Ça me fait vraiment rire. Puis je pense qu'à un moment donné, il va juste disparaître. Mais aussi, je regarde vite de même, là, j'envoie des graphiques de fin de game de même, puis des fois, il y en a que je vois pas, là, à moins que je sois vraiment aveugle. Là. Puis c'est ça, puis je pense qu'ils vont juste... Mais en même temps, tu sais, pour eux, se mettre dans des graphiques là-dessus, tu sais, ces graphiques-là deviennent instantanément viraux parce que tout le monde veut rire des Pistons dans ce qui est une année absolument horrible pour eux autres. C'est tellement de la belle pub gratuite pour eux. Ils ont juste à mettre leur logo là-dessus. Le graphique de fin de match va être plus populaire que n'importe quel graphique de fin de match parce que tout le monde veut rire de ça. C'est tellement de la pub facile pour eux en ce moment. Ça me fait vraiment rire de voir ça. Ils font juste tasser un petit peu le logo puis s'éloigner. Puis j'adore ça. Fait que bref, Mio, je te laisse reparler des Pistons un peu, mais c'est vrai que la compagnie doit trouver que c'est assez ridicule ce qui se passe en ce moment à Détroit. Je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire sur les Pistons. Vraiment, là, leur valeur d'échange est totalement nulle. Mais je pense que on peut se poser à cette heure-là la question sur les Pistons de Détroit. Est-ce qu'on va officiellement battre le record de médiocrité de l'histoire de la NBA, qui est à 28. Les Pistons sont à 23 en ce moment. Si je me trompe pas, les Sixers, le 28, c'est les Sixers qui l'avaient fait, mais c'est sur l'équivalent de 2 saisons, par exemple. Je me souviens plus exactement du record en une seule saison, mais on a 28 défaites de suite pour les Sixers de Philadelphie. Je regarde en ce moment là, l'horaire des Pistons pour... t'as dit qu'ils sont à 23. Ouais. Donc, on a encore 5 matchs à faire pour atteindre... En fait, ça serait 6 pour le record, sinon on l'égalise. C'est ça, exactement. Je vois les Pistons qui vont jouer contre les Hawks et le Jazz. Autant que le Jazz est une mauvaise équipe, à chaque fois, les Pistons vont être défavorisés pour ça. Ouais. Les Pistons, après ça, vont jouer back-à-back contre les Nets pour ensuite égaliser le record contre les Celtics de Boston. Là, c'est ça qui est intéressant juste après. Oh non. Les Pistons vont recevoir la visite pour le dernier match de l'année 2023 contre nul autre que les Raptors de Toronto. Oh non. Non. Et s'il y a bien une équipe, on parlait des Cowboys, là, des matchs qui sont pas censés perdre, mais qui perdent quand même. Ça, c'est la saison des Raptors de Toronto en ce moment.
C'est médiocre. C'est mid. C'est nul. Leave it to the Raptors pour jinxer le record de médiocrité de la NBA des Pistons. Ils ne le battront pas. Maintenant, sachant que ce sont les Raptors qui vont jouer contre eux autres, ils ne le battront pas. Écoute, moi, si ça arrive, si c'est contre les Raptors qui gagnent, je vais rire longtemps. Parce que j'aime pas les équipes torontoises pour diverses raisons. Si ça arrive contre les Raptors, j'ai déjà hâte au 8 janvier pour vous retrouver puis rire des Raptors cette journée-là. Parce que Mio, je te dis, on va jouer des Raptors si ça arrive. C'est sûr et certain. Mais si les Raptors perdent, je pense que le match, c'est quoi? C'est le 30 décembre. 30 décembre au soir contre les Raptors de Toronto. Si les Raptors perdent, Pascal Siakam puis OG Anunoby sont trade à minuit le 31 décembre. Sont trade. Tu peux pas échapper un match. Tu peux pas faire en sorte que les Pistons échappent le record de médiocrité contre ton équipe et espérer rien faire. Ça, là, c'est un peu comme... On parle de Toronto, justement. Là, on se rappelle qu'il y a après... ça fait quoi? Oh mon... Hey, je viens de penser à ça. Ça va faire quasiment 3 ans que ça arrive. Mais souvenez-vous de David Harris quand il avait remplacé les David Harris, oui. David Harris, le chauffeur de Zamboni des Marlies de Toronto qui avait battu les Leafs qui avait gaulé comme la moitié du match et qui avait gagné. Mon Dieu, je suis en train de me rendre compte que ça va faire bientôt 3 ans de ça. Mon Dieu, que le temps passe immensément trop vite, surtout après une pandémie. Mais ce match-là, c'était aussi le dernier avant la date limite des transactions de cette saison-là. Fait que quand tu perds contre David Harris pis t'étais Carl Dubas, moi, j'aurais trade l'équipe au grand complet après cette défaite-là. Moi, je pense que Masai Ujiri, il sue déjà. Je pense que juste le fait de voir les Pistons de Détroit arriver le 30 décembre, il sue déjà. Exactement. Ouais, ça doit. On a eu une semaine crissement weird cette semaine dans la NBA. Là. Ben, un peu. À chaque jour. C'est un meme que je vois tout le temps, le légendaire Rob Perez posté sur Twitter, à quel point il n'y a pas un jour où la NBA n'est pas non nécessairement dramatique. C'est l'équivalent sportif d'un soap opera. C'est les feux de l'amour version sportive. Il n'y a aucune ligue qui peut accoter... on fait des farces sur les Riders puis qu'on dit que la NFL c'est scripté. Mais je suis pas mal sûr qu'il va à des trades de la NBA, là. Tu sais, je pense que... Ouais, exactement. Mais déjà que l'année passée, on disait déjà que c'était probablement l'année la plus weird de l'année passée. Mais là, on a vu des affaires cette semaine. Giannis Antetokounmpo, qu'est-ce qui se passe? What happened? Ça, c'est vraiment drôle. Dans le fond, cette semaine, Giannis et les Bucks de Milwaukee affrontaient les Pacers de l'Indiana, OK? Et dans ce match-là, pour ceux qui n'ont pas suivi, Giannis a eu un match exceptionnel. Il a marqué 62 ou 64 points. Mio, tu me corriges. 64, c'est moi qui ai fait le post-game. J'étais pas sûr entre 62 et 64. Il était à 64. Il a connu un match qui était exceptionnel, fidèle à lui-même. Il a marqué tous ses points dans le centre de la bouteille. Mais écoute, Giannis a eu un super bon match. Et avec raison, Giannis voulait garder le ballon de ce match-là pour commémorer un peu son fait d'âme. Le problème, c'est que le match était du côté de l'Indiana et en même temps, du côté de l'Indiana, on a la recrue Oscar Tshiebwe, j'espère que je prononce bien le nom, mais c'est quelque chose dans ce genre-là, qui a marqué son premier point dans la NBA. Bon là, ceux qui ont écouté le tournoi, la finale du tournoi de mi-saison, vont se dire, il n'a pas marqué pendant ce match-là. Effectivement, il a marqué un lancer franc pendant ce match-là, mais les stats de la finale du tournoi ne comptaient pas dans les vrais stats. Donc, théoriquement, Tshiebwe a marqué son vrai premier point dans ce match-là contre les Bucks. Et les Pacers ont décidé donc de garder le ballon pour lui donner à lui. Et là, la controverse pour une histoire de ballon, ça n'avait pas d'allure le drame qu'on a eu pour ça. Après le match, Giannis voulait le ballon. Et là, il s'est mis à avoir une petite altercation. Le DG des Pacers était là. Le DG des Pacers affirme que un joueur des Bucks l'a frappé avec un coup d'épaule. Ça s'est battu pour avoir le ballon du match. À un moment donné, on a vu Giannis courir comme si sa vie en dépendait pour aller arracher la tête de quelqu'un dans le vestiaire des Pacers. Puis là, après ça, les Pacers ont expliqué qu'il y avait 2 ballons. Et on lui a donné le vrai ballon à Giannis et on a gardé l'autre ballon pour Tshiebwe.
Le problème, parce qu'évidemment, ça ne pouvait pas être si simple que ça, Giannis est allé parler aux médias et Damian Lillard a dit la même chose. Ils ont touché au ballon, ils ont regardé le ballon, puis pour eux, c'est pas le vrai ballon. Pour eux, ils se sont fait avoir avec un faux ballon. Les Pacers disent non, on a donné le vrai ballon. Et là, selon ce qui se dit, c'est que vraiment, c'est le vrai ballon qu'ils ont donné au Bucks. On voit le garde de sécurité qui va donner le vrai bon ballon au Bucks. Mais Giannis et Lillard, qui étaient en plein milieu d'une guerre mondiale avec les Pacers, ont décidé de continuer le gros drame. Ça finissait plus. Finalement, ça s'est calmé un peu, mais Giannis a eu le bon ballon. En fait, je pense que les Bucks sont encore pas sûrs que c'est le bon ballon, mais on a des images qui prouvent que c'est le bon ballon. Donc, sérieusement, je peux pas croire que je suis en train de vous parler d'une chicane entre des adultes qui sont payés des millions de dollars, OK? Mais qui s'ostinent parce que, ouais, mais écoute, je touche au ballon puis je trouve pas que c'est le vrai ballon. C'est ça que... Come on! C'est ça que Giannis Antetokounmpo, il disait justement aux journalistes, il dit, ben, j'ai un ballon. Je sais juste pas si c'est le vrai. Tu sais, moi, j'ai joué 35 minutes. Je peux vous le dire, le feeling est pas le bon. Ça, c'est juste une partie de pourquoi la NBA est super dramatique cette semaine. Au passage, Giannis Antetokounmpo, ce soir, dans son match, a atteint un 14e rebond, ce qui maintenant le place à plus de 7662 rebonds en carrière, ce qui le place maintenant au premier rang chez les Bucks de Milwaukee, ce qui fait ainsi en sorte que Giannis Antetokounmpo est l'un de 4 joueurs dans l'histoire de la NBA à mener une franchise en termes de points, rebonds et passes décisives. Félicitations. Félicitations, Giannis. Est-ce qu'il va garder le ballon à la fin de la game? J'ai déjà hâte de voir comment Twitter va s'enflammer pour ça. Pour checker un peu ce qui reste sur le sujet basket, on parlait justement aussi que la NBA est encore une fois extrêmement dramatique cette saison. Draymond Green, vraiment, pour de vrai, si tu veux ta candidature en WWE, je pense qu'il y a une demande là. Absolument une demande là. On a vu plutôt cette saison absolument détruire Rudy Gobert, puis c'est la seule fois de la saison dans ma vie que j'ai pris le côté à Rudy Gobert là-dessus, et encore une fois, ça risque d'être la seule. Et puis là, il a réussi à faire somehow pire cette semaine, alors qu'il se fait simplement check-up un peu par Jusuf Nurkic dans un match contre les Suns, prend le temps, se retourne, fait un 180 degrés, voit Jusuf Nurkic devant lui et lui donne un de ses coups de poing. Il l'envoie à terre, c'était justement digne de WWE, se fait exclure, et puis là, un vrai cauchemar médiatique, encore une fois, pour les Warriors, qui doivent, encore une fois, dealer avec Draymond Green puis son comportement problématique, je veux dire. Où est-ce qu'on va avec ça maintenant? Là? La NBA a annoncé... fait un 360 no-scope sur la tête de Jusuf Nurkic. Là, rendu là. Comme je sais plus qu'est-ce qu'il faut faire avec ça. On a tellement été déçus de Ja Morant qui exhibe encore une fois une arme à feu, t'sais. Mais là, pour Draymond Green, oui, on parle pas d'arme à feu, mais là, on parle de comportement sur le court. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu comprennes? Je sais pas. Écoute, vas-y. Mais écoute, tu regardes, la NBA vient de le suspendre indéfiniment. Et les conditions pour son retour, c'est qu'il va devoir répondre à des critères qui ont été établis par la Ligue et par l'équipe. Les Warriors sont tannés aussi. Je sais que c'est la belle histoire de Curry, Klay Thompson, qui est d'ailleurs vraiment pourri cette année, et Draymond Green, c'est la belle histoire de ce trio-là qui a grandi avec le temps, et là, Curry est pas mal le seul qui fait quelque chose, mais les Warriors sont tannés. Puis selon moi, si Draymond faisait pas partie de ce trio-là, qui a tout gagné, puis qui a tellement amené des bons moments à Golden State, ça ferait longtemps que Draymond serait parti. Draymond n'amène plus grand-chose. Draymond amène tellement plus de problèmes qu'il amène de solutions en ce moment. Puis, tu regardes ça, puis c'est de la base, là. Tu sais, il l'a fait quand il avait kické Steven Adams en finale, ou pas en finale, c'était en série, en tout cas. Tu sais, c'est souvent des gestes tellement immatures, puis c'est des... Aide-toi un peu, tu sais, t'as déjà une perception comme ça, puis je comprends la NBA jouer le méchant, puis tout. Dennis Rodman l'a fait, et Rasheed Wallace l'a fait. Dylan Brooks l'a fait un peu. Dylan Brooks l'a fait aussi, mais
Dylan Brooks, encore là, tu sais, il cherche le trouble, mais il est pas cochon, tu sais, tu sais, du trash talk, ça va, mais Draymond fait des gestes profondément stupides, puis je sais pas, j'essaie de voir, je pense qu'il changera jamais. Est-ce que les Warriors vont se tanner? Est-ce que les Warriors vont le garder à long terme? Je sais pas. Est-ce que... Moi, honnêtement, je regarde ça puis je me dis l'endroit le plus drôle où est-ce que Draymond pourrait aller poursuivre sa carrière, c'est à Washington avec Jordan. Oh my God, ça serait fantastique. Mais ça serait excessivement drôle. Là, mais... Sans blague, ouais. il y a déjà selon, je pense que c'était, laisse-moi retrouver la source. J'avais ça, c'était, faudrait retrouver la source, donc là, à suivre, mais c'est Basketball Forever qui avait publié ça en réponse d'un autre journaliste qui disait que en ce moment, si Draymond Green est sur le point d'être échangé, on regarde surtout du côté de Dallas pour comme destination potentielle aussi. Donc, à prendre avec un grain de sel, mais ça serait quand même étrange. Ce qui est quand même drôle, ce qui est quand même aussi drôle, ce qui est quand même aussi drôle, c'est que les Warriors ont donné un contrat de 4 ans et 100 millions cette année qui commençait cette année. Ouais. En fait, pour Draymond Green, fait qu'il va être payé jusqu'en 2027 pour environ 25 $ par année. Puis encore là, 2026-2027, il y a une option de joueur. Fait que qu'est-ce que Golden State peut faire? Présentement, ils sont exclus même du tournoi du play-in à 11-14. Et là, Klay Thompson n'est quasiment plus l'ombre de lui-même. Golden State est littéralement l'équipe de Stephen Curry. Qu'est-ce qu'on va faire? Même Steve Kerr en aura le bol. Tu laisses tes jeunes jouer, c'est ta seule façon de t'en sortir. Jonathan Kuminga est tellement bon. James Wiseman voudrait Wiseman est parti. Ben, Wiseman est parti, mais tu sais, t'as Jonathan Kuminga, t'as Moses Moody et t'as le choix de première ronde Bogdan, et j'oublie son nom de famille, ça m'échappe vraiment, mais c'est le meneur. En tout cas, le choix de première ronde cette année qui est vraiment bon aussi. T'as des bonnes jeunes ressources à Golden State. Andrew Wiggins est tellement nul et j'avais tellement hâte que les gens réalisent qu'Andrew Wiggins est nul. Klay Thompson est fini. Draymond Green est un problème. Kevin Looney, par exemple, lui, c'est un amour, c'est un saint, on touche pas à Kevin Looney. Ce gars-là, by the way, devrait avoir son chandail retiré parmi ce groupe du Kevin Looney, le plus sous-estimé de la dynastie, sans aucun doute. Kevin Looney a jamais dit un mot plus haut que l'autre. Jamais, jamais, jamais. Il prend ses rebonds, il se tait. J'adore Kevin Looney. Mais ce gars-là, non seulement il a été derrière Curry, Thompson et Draymond Green, il a aussi été derrière des gars comme Andre Iguodala puis Kevin Durant en plus. À un moment donné, ce gars-là était comme le 6e option de Golden State et ce gars-là n'a jamais rien dit. GOAT material. Pour vrai. Il y a eu DeMarcus Cousins, il y a eu JaVale McGee, puis il y a eu Andrew Bogut qui a été les 3 premiers centres des 3 premiers titres des Warriors. Kevin Looney n'a jamais rien dit. Kevin Looney a pris son rôle, il a ramassé des rebonds, puis même aujourd'hui, il mériterait de parler Kevin Looney. Kevin Looney a des bons moments dans cette ligue-là. Puis il n'a jamais été un MVP ou une première équipe en NBA. Loin de là. Il fait son rôle, c'est tellement le joueur de soutien parfait, puis lui, il mérite d'avoir son chandail retiré. Si Iguodala a son chandail retiré, Kevin Looney mérite d'avoir son chandail retiré. Exact. Pour terminer un peu sur le sujet NBA, avant qu'on passe au prochain sujet vite, en ce moment, l'équipe la plus en feu dans la NBA, les Clippers de Los Angeles, qui sont en ce moment à 7 victoires consécutives. Petite mention là-dessus sur le fait que James Harden, en ce moment, il cuisine. Moyenne 18 points, 5 rebonds et 10 passes décisives en ce mois de décembre, qui, je rappelle, les Clippers n'ont pas encore perdu ce mois-ci, sur 42% du 3 points. Et surprenamment, il y a toujours ce stigma autour de James Harden que c'est un joueur en défensif nul. 1.4 blocs, 1.3 vols par match. Kawhi Leonard, absolument en feu aussi. 30 points par match dans les 10 derniers matchs. Des choses impressionnantes du côté des Clippers. Petite mention là-dessus. Est-ce qu'on voit maintenant les Clippers finalement être une équipe digne des grands honneurs? Non, c'est les Clippers. C'est les Clippers. Ils vont trouver un moyen fucked up somewhere on the road à un moment donné. Mais écoute, je regarde ça, puis je me souviens il y a quelques semaines, quand James Harden est arrivé, on en parlait sur le podcast, comme quoi ça allait vraiment mal au début, puis là, ils ont fini par trouver leur rôle, puis ça va bien. Mais écoute, tu regardes ça, là. James Harden, pas exactement une habitude de jouer 82 matchs par année. Kawhi Leonard, est-ce qu'il en joue 40? Paul George, est-ce qu'il en joue 60? Russell Westbrook. Il est blessé même live en ce moment. Russell Westbrook. Tu sais, c'est plate à dire, puis j'espère que ça va continuer de bien marcher pour eux parce que je leur souhaite, puis
Puis si ça arrive, je vais être le premier à ravaler mes mots, mais j'ai encore les mêmes doutes que j'avais sur les Clippers au début de l'année. Tu sais, les bons étaient bas, là, les hauts sont hauts. Mais à un moment donné, ça va se remettre à brasser. Puis t'as on parlait de Draymond Green, t'as des drama queens aussi chez les Clippers. Puis ça va continuer de brasser. Puis ce sera pas un long fleuve tranquille. Il y a le talent. Si les gars jouent à la hauteur de leur talent, cette équipe-là va être bonne. Mais je vois encore trop de gars qui ont besoin du ballon entre leurs mains pour être à leur meilleur niveau. Il n'y a pas de spot shooter en ce moment comme il devrait en avoir dans une équipe comme ça. Peut-être que ça va fonctionner, mais j'ai encore les doutes que j'avais, même si ça va bien pour les Clippers en ce moment. Exactement. À surveiller cette semaine aussi, côté basketball, le 21, grand retour tant attendu de Ja Morant. Donc, que vous l'aimez ou que vous ne l'aimiez pas, c'est un retour que moi, personnellement, j'attendais cette année. J'ai très hâte de voir ce qui se passe. On va se transporter du côté du hockey sur glace parce que qui dit temps des fêtes au hockey dit le grand championnat international, mondial de juniors. Excusez-moi le pléonasme. Mais on a enfin un petit aperçu de l'équipe canadienne. On a une idée de la formation. Du côté des États-Unis aussi, on s'attend à une équipe très redoutable. Pop, toi qui es spécialiste de tout ce qui est hockey junior, de quoi a l'air ce tournoi en ce moment? Écoute, premièrement, je suis tellement content parce que Noël rime avec le championnat mondial junior. Moi, c'est mon Super Bowl. Là, le tournoi est en Europe cette année parce que fait que là, c'est un peu chiant parce que là, il y a des games qui vont commencer à 6h le matin. Mais mets-moi un tournoi en Amérique du Nord et mon cul ne bouge pas du divan de midi jusqu'à 22h30 le soir pendant 2 semaines de temps. Ça, pour moi, c'est mon moment de l'année préféré. Et encore là, cette année, le Canada, qui est toujours dans les contenders. On est double champion en titre. On a gagné les 2 dernières finales en prolongation. Ça a été dramatique. Ça a été le fun. Ça a pris quasiment un petit miracle ici et là pour essayer de l'emporter. Le Canada qui est encore là. Mais les États-Unis, par exemple. Les États-Unis. Oh boy! Oh boy! Oh boy! C'est méchant. C'est assez méchant. Je regarde ça. Trey Augustine dans les buts. Gros, un des meilleurs goalers de sa cuvée de repêchage. On a Seamus Casey qui s'approche tranquillement de rejoindre Luke Hughes au New Jersey. Son ancien coéquipier d'ailleurs à l'Université du Michigan avec les Wolverines. Je t'arrête 2 secondes. Seamus Casey, j'adore Seamus Casey. Son année de draft, j'adorais le gars. Un droitier offensif. Je sais qu'on a eu les Hudson pis tout, pis c'est parfait à Montréal, les Hudson. J'adore les Hudson, mais Seamus Casey, man. Ouais. Quel joueur de hockey. Quel joueur de hockey, man. Ça n'a pas d'allure. J'adore le gars. Lane Hudson qui va être à tout moins sur papier le général, le meneur dans cette brigade défensive qui est possiblement la grosse faiblesse du côté des Américains cette année. Pas mauvaise, loin de là. Mais c'est pas aussi spectaculaire que l'année passée quand t'avais des Luke Hughes et Lane Hudson qui arrivaient l'année passée. Les États-Unis, ces dernières années, trouvent le moyen d'avoir des équipes stacked, ça n'a aucun bon sens. Gavin Brindley, Carter Gauthier, Ryan Leonard, Roger McGroarty, Oliver Moore, Frank Nazar, Gabe Perreault, Will Smith, Jim... Tous des choix de première ronde. C'est indécent. Puis beaucoup de joueurs de 18 ans, c'est ça que je remarque de cette équipe canadienne junior des États-Unis. Tu sais, Ryan Leonard, Oliver Moore, Will Smith, ça peut tout revenir l'année prochaine à 19 ans pour les États-Unis. Donc, on peut avoir des attaquants encore plus dynamiques encore. Et ce qui m'a surpris, c'est que, on n'a même pas invité Cole Hazelman au camp d'entraînement des États-Unis parce qu'à quel point cette équipe-là est absolument formidable. Cole Hazelman qui, avec Macklin Celebrini, est vu comme un A, un B pour le prochain repêchage 2024. Et James Higgins, qui était un peu le bras droit de justement Cole Hazelman lors du championnat des moins de 16 ans, il y a quelques temps, lui, il va être admissible seulement en 2025 parce que c'est à cause de son année de naissance, on est considéré comme un late et qui est vu comme le premier choix en vue de 2025, ben, il a été coupé. Tout simplement, il a même pas fait l'équipe, ça va juste être malade. Et là, je regarde le Canada. Au moins, Dieu merci, on n'est pas dans le même groupe que les États-Unis. Le Canada qui est avec la Finlande, l'Allemagne, la Suède et la Lettonie. Parce que la Russie, pour
X, Y, Z raison, on n'est toujours pas revenu d'ailleurs, les chef, là, faites quelque chose, là, ramenez la Russie, là, on est tanné. Le message est lancé. Le message est lancé, oui, la guerre, c'est pas le fun, l'invasion en Ukraine, c'est pas cool, mais là, un moment donné, vous avez passé le message, ramenez-les, là, un moment donné, ça va faire du bien de les revoir à ce championnat mondial junior-là, parce qu'on n'aura jamais vu Matvei Mishkov jouer au championnat mondial junior, sauf peut-être l'édition d'il y a 2 ans qui a été annulée en plein tournoi, là, mais pour vrai, j'ai hâte. Le Canada. Le Canada, par exemple, cette année, ça sera pas l'équipe la plus grosse sur papier. Beaucoup de jeunes qui n'étaient pas là l'année passée. Puis là aussi, ce qui se passe en ce moment, c'est que là, le Canada, on était en attente de peut-être avoir un peu d'aide de la Ligue nationale de hockey pour savoir est-ce qu'on va avoir un attaquant de plus. On pensait que Zach Benson des Sabres de Buffalo allait descendre. Finalement, ça n'a pas été le cas. Là, on regarde aussi peut-être pour Mathieu Poitras qui joue pour les Bruins de Boston. Je doute que ce gars-là va redescendre aussi. Mais là, on attend de voir. Est-ce que peut-être un gars comme Jagger Firkus, qui est en selle, mesdames, messieurs, dans la Ligue de l'Ouest avec les Warriors de Moose Jaw, est parti pour une saison de 57 buts, 118 points en ce moment même. Juste ça. Ce gars-là a été coupé. Je ne peux pas croire. Je sais que il y a toujours une surprise de même. Le Canada aime ça avoir des joueurs de rôle précis. On ne peut pas avoir 18 Connor Bedard dans l'équipe. Ça prend des gars qui sont capables de tuer des pénalités, de jouer défensif, de prendre des mises en jeu. Donc, c'est sûr qu'il y a des gars très offensifs qui sont coupés. Mais je pense qu'il y a un gars comme Jagger Firkus, qui d'ailleurs a probablement le meilleur surnom jusqu'à présent dans la Ligue canadienne de hockey, le Firkus Circus, qui se promène dans la Ligue de l'Ouest. J'ai hâte de voir s'il va être rappelé, puis je pense que ça va faire du bien du Canada, alors qu'on vise une 3e médaille d'or consécutive. Let's fucking go! Puis écoute, tu parlais un peu des compositions, puis je te ramène encore un peu au Canada puis aux États-Unis. Tu sais, moi, je regarde ça surtout, plus en tant que fan du Canadien. Tu sais, j'ai tendance à regarder un peu les espoirs du Canadien qui sont là. Comme un peu tout le monde. Comme un peu qui sont là. Et pour moi, il y a 3 noms qui sont intéressants. Et pour moi, c'est 3 noms qui vont être des gros noms dans ce tournoi-là. Tu regardes la formation canadienne, Owen Beck, qui va être le seul gars qui a joué l'an passé qui est de retour. Encore là, joué l'an passé, il faut le dire vite. Il est arrivé en fin de tournoi, il a joué une dizaine de minutes parce que Colton Dach s'était blessé. Mais ça reste qu'Owen Beck est le seul qui est de retour par rapport à l'année passée. Et tu regardes la formation, je pense qu'Owen Beck peut aspirer autant que n'importe qui à être capitaine de cette équipe-là. Et tu regardes pour les États-Unis maintenant. T'as Lane Hutson, que je pense que tout le monde connaît Lane Hutson, à moins de vivre en dessous d'une grotte. Lane Hutson qui lui aussi va revenir avec cette équipe-là. Et je pense que lui aussi, le C de capitaine, n'écartez vraiment pas que Lane Hutson ait une lettre sur son chandail, peut-être même un C. Et tu parlais de Trey Augustine tantôt. Moi, l'autre espoir du Canadien, qui est un de mes espoirs préférés, un de mes espoirs chouchous, mon espoir préféré du dernier repêchage, en fait, Jacob Fowler, qui connaît un début de saison exceptionnel dans la NCAA. Je me souviens, cet été, il y avait eu... Augustine a toujours été le favori parce qu'il était là l'année passée, puis c'est le gros projet du programme de développement américain. Ça a été Augustine. Beaucoup d'efforts ont été mis dans le développement de ce gars-là. Mais Jacob Fowler, au camp d'entraînement cet été, avait l'air d'un... Le camp d'entraînement de l'équipe américaine avait l'air d'un gars qui allait se battre pour ce poste-là, ce poste de numéro 1. À l'époque, se battait surtout pour avoir de la considération pour la job en tant que telle. Et là, connaît un énorme début de saison à Boston College, l'un des meilleurs gardiens de la NCAA, peut-être même un aspirant au trophée Mike Richter, au trophée Obi Baker, peut-être même, bon, c'est peut-être un peu plus touché encore, mais tu sais, même à ça, ça reste que le gars est un des meilleurs joueurs de la NCAA en ce moment. Et tu regardes Augustine, qui est très très bon aussi, mais avec une meilleure équipe dans la NCAA, n'a pas des meilleurs chiffres. Pour moi, c'est pas assuré qu'Augustine va être le numéro 1. Augustine part favori pour ce poste-là, mais tu regardes Jacob Fowler va donner, il va le faire travailler pour garder sa chaise de numéro 1, puis on sait que les États-Unis aiment avoir leur numéro 1. Tu sais, l'équipe canadienne tourne souvent ses gardiens, puis historiquement, on donne un peu une chance à tout le monde d'être le gardien hot. Les États-Unis sont plus du genre, voici notre numéro 1, puis on va envoyer l'autre de temps en temps, mais on a un numéro 1 clair. Et je pense que Fowler a une chance d'aller chercher ce rôle-là. Puis je serais curieux de t'entendre là-dessus aussi, Pop, mais je vois pas comment Jacob Fowler peut aller à ce camp-là sans se dire j'ai une chance d'être numéro 1 de cette équipe-là.
Non, mais surtout ce genre de tournoi-là, puis un peu à l'image de la Coupe Memorial aussi, c'est tellement un tournoi court, ça passe vite. Une défaite peut faire la différence. Si Trey Augustine connaît un match moyen, il perd, mettons, le deuxième match un peu plus tard dans le tournoi, ben, ça prend les décisions assez rapidement, puis Jacob Fowler peut prendre ce lead-là. Comme tu dis, Trey Augustine va le commencer, mais c'est pas sûr qu'il va le finir, par exemple. C'est ça l'affaire. Surtout que, tu sais, on parle beaucoup du Canada. Ce qui est plate un peu, c'est que du côté canadien, on n'a jamais eu... On a de la misère à développer des gardiens. On voit dans la Ligue nationale, les gardiens canadiens commencent à être... C'est ça, peut-être ça qui peut faire en sorte que on fait une rotation plus dans les gardiens parce qu'on n'a pas vraiment de clear-cut stud. En tout cas, depuis Carter Hart, là, mettons, là, je pense que c'est le dernier vraiment là, qu'on peut considérer qui était un gros produit sorti de la Ligue canadienne de hockey. Mais on va voir ce qui va se passer parce que, oui, on parle beaucoup du Canada et des États-Unis. Il faut checker. La Tchéquie va être intéressante parce que l'année passée, finaliste l'année dernière, semblait à certains moments même la meilleure équipe du tournoi. Mais ce qui arrivait l'année passée, c'est qu'on avait beaucoup de 19 ans qui revenaient de l'édition précédente à 18 ans. Là, c'est comme un nouveau cycle qui repart pour la Tchéquie. J'ai hâte de voir un peu. Puis, de mon côté, ça va être aussi intéressant de voir un peu du côté du Canada parce que on a 7 gars de la LHJMQ, dont 6 Québécois, dont 3 à la défense. Alléluia. Alléluia. Et moi, j'ai hâte de voir un duo Noah Warren, Maverick Lamoureux, à quel point ça va être tough d'aller dans le coin avec ça. Mais ça risque d'être impressionnant. Moi, ce que je regarde aussi, c'est probable. Si Tristan Luneau n'est pas capitaine, pour moi, tu sais, oui, Owen Beck représente une belle candidature, mais je pense que Tristan Luneau, c'est quasiment assuré qu'il y a un A. Je suis pas mal sûr qu'il mettra de l'argent dessus. Il va avoir un A. Moi, je pense qu'il va avoir un C. C'est un kid tellement sérieux, un kid à ses affaires. Puis on le voit à 19 ans, vient de passer quasiment une demi-saison chez les professionnels. Ça n'a aucun prix, cette expérience. Ouais, puis écoute, je parlais de Beck, mais Luneau est un candidat des plus méritants aussi. Puis, tu sais, pour moi, c'est deux gars qui sont assurés d'avoir une lettre. Rendu là, qui est capitaine, qui est assistant, tu sais. Rendu là, c'est un débat, tu sais, c'est 4,30 sous pour une pièce, les deux gars. Puis, tu sais, tu peux pas te tromper avec n'importe lequel des deux gars, tu sais, ça reste deux gars super solides. Puis, tu parlais aussi des Québécois, tu sais, je trouve ça beau, c'est 6 Québécois, puis 7 gars de la LHJMQ, c'est vraiment une belle cuvée pour ce circuit-là. Puis je pense aussi que, si je me trompe pas, le gardien numéro 1, en fait, c'est pas clair encore, mais Mathis Rousseau a une chance réelle d'être le gardien numéro 1 de cette équipe-là. Ce serait un... C'est ça. En fait, les deux goalers, c'est des Québécois, Mathis Rousseau des Moussets d'Halifax et Samuel Saint-Hilaire du Phoenix de Sherbrooke. Oui, c'est ça, oui. Fait que, ça reste que c'est deux super bons gardiens, puis deux gars québécois, c'est beau de voir ça, puis c'est le fun de voir que... C'est quand la dernière fois qu'on a eu deux... Même juste un gardien québécois pour débuter un tournoi? Vite de mémoire. Honnêtement, je dirais Foucalé. Oui, je pense. Puis ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps, Foucalé. Charlotte en plus, là. Mathis Rousseau puis Zachary Foucalé. Deux gars du coin, by the way. Zachary Foulé, Rosemary Roy, puis Mathis Rousseau, fier représentant de Boisbriand. Ah, c'était pour ça. Moi, je prends pour Mathis Rousseau parce que c'est un gars de Boisbriand. Exact. Écoute, moi, je vais toujours représenter Boisbriand. Si Mathis Rousseau est gardien numéro 1, très content d'avoir un gardien numéro 1 de ma ville pour le Canada à ce tournoi-là. Exact. On va rester un peu dans le hockey junior, mais cette fois-ci, on va se transporter du côté de la LHJMQ pour plusieurs raisons. À commencer, on commence officiellement la saison des échanges, mais en plus de ça, la LHJMQ a changé son nom. Les boys, let's do the unveiling. Enlevons les rideaux. Comment se nomme cette nouvelle LHJMQ pour que ça garde encore les mêmes lettres dans le même ordre de la LHJMQ? En fait, c'est pas compliqué. On fait juste changer le majeur puis on remplace les maritimes. C'est juste ça. Mais sans blague, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé étrange du fait que on avait la Ligue de l'Ontario avec des équipes ontariennes. Puis après ça, tu sais, t'avais la Ligue de l'Ouest que, oui, t'as des équipes dans les provinces de l'Ouest, justement, en Vancouver, tout ça. Puis après ça, t'as même une équipe aux États-Unis ou deux, tu sais. Au Québec. Même plus que ça, je pense. Il y a la WHL, comme... Si je ne me trompe pas, avec Wenatchee qui a joint cette année, ils sont rendus 7 équipes aux États-Unis, puis sont genre 3 en Ontario. Puis j'ai juste trouvé ça toujours bizarre du côté que
Ben, dans la LHJMQ, on disait vraiment la Ligue de hockey junior majeur du Québec, tandis que on avait des équipes au Nouveau-Brunswick, des équipes à Acadie Bathurst. Je trouvais ça un petit peu étrange, mais on a corrigé un petit peu le tir, peut-être à ces nouveaux changements de garde de la LHJMQ. Ah ben On oui. tente de se faire un nouveau petit nom, peut-être essayer d'avoir un peu la faveur de tout le monde. Sinon, Pop, encore une fois, toi, tant professionnel de tout ce qui est hockey junior, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la JMQ? Qui sont les forces qui vont faire les grands moves cette saison-là pour. Ben, ce qui est quand même le fun du côté de la LHJMQ, parce que l'année passée, pour ceux qui ne suivaient pas, la LHJMQ, basiquement, l'année passée, tu avais juste 4 équipes, puis le reste. Il a dit basiquement, Félix. Oh non! Yes! 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 Pour ceux qui n'ont pas la référence, entre nous autres, on a comme un genre de pot de type, et à chaque fois que je dis basiquement, il faut que je mette de l'argent dedans. Donc, je l'ai dit. Je sais pas combien je dois mettre, mais je vais certainement mettre 2 piastres dans le pot. C'est bien carré. Mais pour venir à ce que je disais, l'année passée, la LHJMQ, c'était basiquement 4 équipes. Oh, je viens de le dire. Vive les vacances. Bref, il y avait 4 équipes, puis le reste, il n'existait pas. Tu avais les Remparts de Québec, les Moussets d'Halifax, les Olympiques de Gatineau et le Phoenix de Sherbrooke. C'était les 4 équipes qui, d'un bout à l'autre du calendrier, ont dominé. Tu aurais pu skipper les 2 premières séries, les 2 premières rondes des séries éliminatoires, et tu aurais eu le même carré d'as, et c'est d'ailleurs ça qu'on a eu. Sherbrooke, Gatineau, Halifax, Québec. Là, cette année, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on a un portrait un peu plus diversifié un peu. Tu as 5-6 équipes, tu n'as pas beaucoup de marché, tu as un marché assez faible, assez tranquille. Beaucoup d'équipes ont déjà fait leurs achats durant l'été au repêchage. Et là, ce qui fait en sorte que on a passablement peut-être une période de transaction qui sera assez tranquille. Déjà, le gros morceau a déjà été sorti par l'éthique de Victoriaville, selon Michael Lalancette et du Soleil, qui a révélé que Tristan Luneau, justement, après le championnat mondial de hockey junior, devrait retourner dans la LHJMQ et passerait de Gatineau pour retourner dans sa ville natale à Victoriaville. Ça, quand tu suis un peu la LHJMQ, c'est pas vraiment une grosse surprise. On voyait beaucoup de liens. Tristan Luneau, c'est un petit gars de Victoriaville. Noah Warren, qui était son partenaire depuis qu'il est arrivé dans la LHJMQ à Gatineau, joue aussi à Victoriaville. C'était facile à associer un peu. Mais là, après ça, il y a plusieurs petits morceaux ici et là qui fait en sorte que ça va se décider. Le Dracor de Bécomo qui ont comme fait le premier domino, qui sont allés chercher le gardien Charles-Édouard Gravel de votre Armada de Blainville-Boisbriand, qui a fait un échange de gardiens. Mais pour le reste, c'est encore tranquille. Vous me direz que ça a commencé juste samedi soir après les matchs de samedi, mais il faut aussi surveiller Halifax qui, tant et aussi longtemps qu'ils auront un Jordan Dumais dans leur équipe, vont aller essayer d'aller jusqu'au bout. Les Huskies de Rouyn-Noranda, ce qui est particulier, c'est qu'ils ont fait beaucoup de transactions durant l'été, donc on va essayer peut-être de chercher un morceau de profondeur un petit peu plus. Votre genre de Drummondville qui sont beaucoup dans les discussions, on voit le rival à côté, Victoriaville, qui se sont renforcés en défensive. Il y a beaucoup de discussions pour un joueur comme Israël Mianscom qui avait d'ailleurs été invité par le Canadien de Montréal au camp d'entraînement, qui est un hockey à crise dans le nord du Québec et qui a joué chez nous à Rouyn-Noranda et à Amos. Donc, il y a toujours ça. Il y a Moncton qui n'est pas trop loin non plus. Donc, ça fait vraiment une belle bataille à 6 équipes. Et j'ai hâte de voir qui va vraiment foncer parce qu'il n'y a pas beaucoup de morceaux sur la table et les prix peuvent monter assez rapidement. Ouais, ça va être super intéressant. C'est le fun de voir qu'on a une lutte à plus que 4 équipes cette année. Puis il y a plusieurs équipes qui peuvent y croire. Puis ça fait en sorte que ça. Il n'y a pas beaucoup de marché, ça va être un marché de vendeurs cette année, puis ça va être intéressant de voir. Tristan Luneau est évidemment le gros domino à tomber. Le rendu là, qui va aller cibler quel joueur? Ce rendu là, c'est des questions que les équipes vont avoir à déterminer, mais c'est le fun quand il y a de l'action dans ces moments-là. C'est ça qui rend les moments le fun. Tu regardes dans la LNH, la date limite des transactions, c'est un des moments les plus trippants, puis pour moi, c'est trippant, puis c'est des moments le fun, puis j'ai hâte de voir ce qui va qu'on s'enlève à 6h le matin. Oui, ça c'est sûr que ça...
Mais ouais, fait que j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner comme portrait des transactions dans la LGMQ, au cours des prochaines semaines. Ah, exact, d'ordorer un petit peu le blason justement de cette LGMQ, puis essayer de regagner un petit peu en popularité auprès de la masse. Les boys, on va se transporter du côté du baseball parce que on a encore bien des trucs à jaser sur baseball, parce qu'à quoi bon parler de baseball si c'est pas encore une fois de Shohei Ohtani? Par où commencer? Bon, ben, à commencer par Ohtani a jasé cette semaine pour la première fois aux médias, ben, je dirais de Los Angeles. C'est pas comme s'il a bougé bien loin non plus, là, mais jasé aux médias sous la bannière des Dodgers pour la première fois et a commenté justement par rapport à toute cette histoire de Shohei Ohtani qui était semblablement à Toronto, son avion était arrivé, tout ça. Il y a jasé un petit peu de l'histoire justement vers Toronto. Félix, tu nous en jasais un petit peu en début d'émission. Comment t'as vu ça, toi? C'est vraiment drôle, j'en parlais un peu la semaine passée, comme quoi toute cette histoire-là de Ohtani, le vol vers Toronto et tout, puis à Toronto, comme quoi il y a eu des milliers de personnes qui suivaient l'avion qui finalement était le vol d'un des dragons de Dragon's Den et de Shark Tank aussi, et finalement Ohtani a parlé un peu de ça, et Ohtani a avoué qu'il a suivi ça un peu en même temps que tout le monde vendredi, puis il trouvait ça vraiment drôle de voir que tout le monde paniquait pour ça. Et honnêtement, je le comprends d'avoir trouvé ça drôle, parce qu'avec du recul, c'est excessivement drôle que pendant un vendredi comme ça, un vendredi de décembre, je pense que c'est 16 000 personnes le maximum. En tout cas, des milliers, et je sais qu'on a dépassé 10 000, je pense que j'ai lu que c'était 16 000 le maximum de gens qui ont suivi le vol d'un riche homme d'affaires de LA vers Toronto pour aucune réelle raison que ah oui, mais Kikuchi a réservé un restaurant de sushi japonais. D'ailleurs, Kikuchi qui lui aussi parlait un peu de cette folle rumeur-là, qui a expliqué que non, il a jamais réservé un restaurant pour 50 personnes, un restaurant de sushi, mais il avoue, Kikuchi, il pourrait manger des sushis pour 50 personnes. J'ai trouvé ça vraiment drôle de voir qu'il a profité de l'occasion pour en faire une petite joke aussi, puis les gars ont trouvé ça drôle, puis Pop, on en parlait un peu avant l'enregistrement, tu sais. C'est vrai que Ohtani avait l'occasion de faire la chose la plus drôle du monde entier, puis pendant que tout le monde suivait l'avion, d'envoyer une photo de chez eux, de dire, je sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est juste chez un nous. petit selfie avec son chien bien tranquille, je suis genre, hey, mais tu vois, je pense que même s'il avait fait ça, il y avait tellement de gens sur une balloune cette journée-là, puis honnêtement, je m'inclus un peu là-dedans, j'ai un peu embarqué dans la balloune cette journée-là, mais il y avait tellement de gens sur une balloune, tout le monde aurait dit ouais, mais il fait ça pour détourner l'attention, il s'en va vraiment à Toronto. Ouais. Tu sais, il y a tellement de monde qui était parti cette journée-là, puis je sais pas, mais écoute, clairement, Ohtani a suivi ça, puis ça l'a fait rire. Moi, ce qui m'a un peu moins fait rire, par exemple, c'est quand, en début de semaine, on a découvert enfin les contrats, la structure du contrat d'Ohtani. Et dans le fond, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe là. Pour les 10 prochaines années, Ohtani, qui, on le rappelle, a signé un contrat de 700 millions sur 10 ans, pour les 10 prochaines années, Ohtani va toucher 2 millions de dollars par année. En fait, dans les 10 prochaines années, il va toucher un total de 20 millions de dollars. Et dans les 10 années suivantes, il va toucher 680 millions de dollars. Pourquoi il ferait ça? Il y a quelques raisons, on va les détailler rapidement. Premièrement, avec ça, l'impact d'Ohtani sur la masse salariale, donc il n'y a pas de plafond salarial en tant que tel au baseball, mais avec la dernière convention collective, on a des paliers de taxes de luxe qui font en sorte que ça devient très difficile d'aller chercher d'avoir des masses salariales exorbitantes. Avec ça, le contrat d'Ohtani, au lieu de coûter 70 millions par année sur la taxe de luxe, va coûter 46 millions à peu près. 46 millions et des poussières. Ça fait en sorte que les Dodgers peuvent ajouter un peu autour de ça. Et ça a déjà commencé, on en parlera un peu après. Pour Ohtani, par exemple, il y a aussi des avantages. Ohtani est le joueur de la MLB et c'est pas particulièrement proche. C'est le joueur qui touche le plus d'argent en revenus publicitaires. On parle par année de 50 millions de dollars. C'est énorme. Lui, il peut se permettre de gagner juste 2 millions de dollars par année pour jouer au baseball. Parce qu'honnêtement, il fait son argent ailleurs de toute façon. Il l'a même dit, j'étais prêt à signer gratuit, puis c'est son agent qui a dit non, prends 2 millions par année parce que sinon ça passera juste pas. Donc avec ça, puis pour Ohtani, au niveau fiscal, sans entrer trop dans les détails, le fait qu'il passe 10 ans là fait en sorte qu'il y a certains avantages au niveau fiscal. Moi, je pense encore qu'au bout de 10 ans, on va peut-être se dire, regarde,
Donc 680 millions, laisse faire ça, on donne des parts des Dodgers. Et aussi, l'autre truc qui est vraiment intéressant dans ce contrat-là, c'est qu'Ohtani a pas d'option de sortie en tant que telle, mais il y a des options de sortie dans le cas où, au début, on nous parlait de certains membres de l'organisation étaient congédiés. Sur le coup, tout le monde a pensé à son traducteur, Ippei, qui est tellement proche d'Ohtani. Les gars, ils sont toujours un à côté de l'autre, sont très très proches. Et finalement, on a appris que c'était si jamais le propriétaire des Dodgers devait quitter son poste ou si le propriétaire, le président des Dodgers ou si le directeur général, Andrew Friedman, devait perdre son poste. Donc, en gros, Andrew Friedman, en plus d'avoir fait signer un contrat de 10 ans à Shohei Ohtani, qui est le meilleur joueur du sport, s'est assuré une sécurité d'emploi pour 10 ans. Sérieusement. Brain move. Big brain, 10,000 IQ move. Le gars, il s'est padé pour 10 ans. Il a une sécurité d'emploi comme tout le monde en rêverait. Parce qu'il sait que s'il part, Ohtani part aussi. C'est vraiment hâte d'avoir fait ça. Bravo à Friedman d'avoir pensé à ça. Puis on rappelle que la structure du contrat, c'est Ohtani qui voulait faire un peu quelque chose dans ce genre-là. Les Giants étaient prêts à lui offrir. Les Blue Jays étaient prêts à lui offrir aussi. Mais les Angels, à qui Ohtani a donné la chance de rester dans le processus jusqu'à la toute fin, n'ont pas voulu égaler cette offre-là. Peut-être que c'est pour ça que Ohtani est un membre des Dodgers et non pas un membre des Angels aujourd'hui. Maintenant, avec tout cet argent-là, ben, on a de la place sur la masse salariale pour aller transiger et chercher des joueurs puis les signer par après. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, on a dû se défaire de quelques morceaux, notamment Ryan Pepito et Johnny DeLuca. Ryan Pepito. Pepito, mon Dieu, j'ai dit Pepito. Pepito Sangria. Je commence à voir que ma session finisse. En retour, bref, on est allé chercher les services de fuck you guys de Tyler Glasnow au poste de lanceur et Manuel Margot au poste de voltigeur. Au passage, Glasnow, on l'a mis maintenant sous contrat, 5 ans, 145 millions de dollars. Les boys, l'empire des Dodgers commence aujourd'hui officiellement. Oh, ça fait un bout que l'empire des Dodgers a fait, mais est-ce que t'es vraiment en empire si t'as vraiment gagné un championnat? Là est la vraie question de ce côté-là. Oh. Mais je veux juste regarder vite de même. 29 millions pour Tyler Glasnow. Ce gars-là ne peut pas rester en santé si sa vie en dépendait. Ouais. Mais c'est vrai qu'en santé, probablement dans le top 10 des meilleurs, peut-être même top 5 des meilleurs lanceurs du baseball majeur. Ça, il n'y a aucun doute. Mais l'aspect santé. Le gars le dit même dans son prénom de famille, « He's made of glass ». C'est ça l'affaire. C'est que ce gars-là ne peut pas rester en santé. Et j'ai peur que ce contrat vieillisse comme une pinte de lait, rester sur la plage de Boisbriand. 5 ans, 145 millions, je pense que ça va être beaucoup d'argent qu'il va laisser sur la table. Mais hey, s'il y a bien quelqu'un qui peut dépenser puis flober de l'argent comme ils veulent, c'est bien les Dodgers, donc good for them. Oui, mais là, je vous lance la question parce que c'est quelque chose qu'on a jasé justement aussi la semaine dernière pour ce qui est des lanceurs. On a Ohtani qui ne lancera pas cette année. Et puis là, on amène Tyler Glasnow qui, comme tu le dis, Pop, est littéralement fait de papier, de verre, ne peut pas rester en santé. Et Clayton Kershaw, on voit clairement qu'on ne peut pas lui donner une trop grosse charge de travail à ce stade-ci de sa carrière. Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant du côté des Dodgers si on veut stabiliser notre monticule? En fait, premièrement, Kershaw est joueur autonome en ce moment, donc est-ce qu'on le signe ou est-ce qu'il va aller avec les Rangers? Là, on sait que c'est un gars du Texas. Ça fait des années qu'on parle que peut-être qu'il va aller avec les Rangers. C'est le bruit qui court. Je pense qu'au final, il va signer avec les Dodgers, mais on sait qu'il va manquer les premiers mois de la saison. Ça fait en sorte que même si on signe Kershaw, ça ne règle pas le problème. Mais écoute, pour Glasnow, j'ai au moins donné le crédit aux Dodgers. On savait qu'on avait une faiblesse dans la rotation et on est allé la remplir. Mais écoute, ça, c'est mon hot take de la semaine et mon dernier hot take avant Noël. Pour moi, cette transaction-là, la transaction Tyler Glasnow, va se revirer d'en face des Dodgers presque autant que celle qui a envoyé Chris Archer à Pittsburgh contre Glasnow, Austin Meadows et Shane Bass. Mais c'est parce qu'il y a une affaire pour les non-casuals du baseball, il faut que vous appreniez quelque chose. Ouais. Si les Rays de Tampa Bay vous appellent pour aller chercher des lanceurs ou whatever, raccrochez. Ne prenez jamais les Rays. La magie des Rays va toujours vous faire mal paraître dans des transactions comme ça. Et les Dodgers ont pris l'appât.
Les Dodgers puis écoute, tu parlais de la magie des Dodgers. Tyler Glasnow est un excellent lanceur. En santé, tu le disais, un des super bons lanceurs du sport, une balle rapide qui est excellente, et je vais l'avouer, j'ai tendance un peu à sous-estimer sa balle courbe, qui est très très solide aussi. Mais Ryan Pepiot, ou Ryan Pepito selon Mio, Ryan Pepiot est... peut-être que le nom ne dit pas grand-chose à beaucoup de gens, et peut-être que le nom disait pas le nom de Shane Baz ou quoi que ce soit disait pas grand-chose à beaucoup de monde quand il y a eu la transaction de Chris Archer. Mais pour moi, je regarde Ryan Pepiot. Ryan Pepiot a 5 super bons lancers. Il a encore plein d'années de contrôle et il est encore super jeune. C'est le joueur parfait pour les Rays et sans dire qu'il va devenir Tyler Glasnow, j'aime le potentiel que ce gars-là devienne un bon numéro 2, un bon numéro 3 dans une rotation. Et pour moi, c'est ça le problème de cette transaction-là pour les Dodgers. Ryan Pepiot aurait fait partie de cette rotation-là et il aurait été un bon morceau de cette rotation-là. Glasnow est une valeur plus sûre, je dis pas le contraire, et je comprends pourquoi on l'a fait. On veut bien entourer Ohtani et on veut lui montrer qu'on a son succès à cœur. Il l'a réitéré pendant sa conférence de presse. Pour lui, gagner, c'est la priorité numéro 1 et les Dodgers sont pas mauvais pour gagner. Mais je regarde ça et je sais pas si, à long terme, ça va être un bon move dans le sens où j'aime beaucoup l'avenir de Pepiot et je l'aime aussi pour Johnny DeLuca d'ailleurs, qui est un voltigeur qui je pense qu'il va être très très bon avec les Rays, donner un peu de profondeur. Mais je regarde ça, puis Ryan Pepiot est un super bon lanceur qui aurait fait partie de cette rotation-là. Pour moi, on s'améliore, mais on ne règle pas le problème qui manque de profondeur, parce que tu disais, même si on signe Clayton Kershaw, il va manquer des mois. En ce moment, tu as Bobby Miller qui est une valeur sûre, et tu as Tyler Glasnow qui, s'il lance, est bon. Après ça, j'ai pas vraiment de gars que je regarde, puis je me dis, ouais, tu sais, Walker Buehler va revenir de Tommy John. Est-ce qu'il va être en forme? On ne sait pas. Dustin May risque de revenir pendant la saison. Tony Gonsolin pourrait revenir pendant la saison. Encore une fois, c'est des gars qui ont été blessés. Est-ce que c'est des gars en qui tu peux faire confiance? Peut-être qu'on va avoir une super bonne rotation rendue au mois de septembre, mais souvent, les gars qui reviennent d'une grosse opération, ça peut leur prendre du temps avant de se remettre en forme et de réatteindre leur plein potentiel. Et pour moi, c'est là, pas l'erreur que les Dodgers ont faite, mais aller chercher Glasnow contre Ryan Pepiot améliore pas le problème de profondeur de l'équipe. Et à moins d'aller chercher Yoshinobu Yamamoto, qui est le gros joueur autonome encore disponible et qui, en ce moment, semble se rapprocher des Yankees un peu. C'est très, très hâtif et je me permets un peu de rabouter deux fils ici sans nécessairement avoir de fil tangible nécessairement. Mais écoute, il a voulu rencontrer les Yankees, puis il y a les Mets, les Red Sox. Il y a beaucoup d'équipes qui sont là. Je pense que tu peux pas dire avec certitude que Yamamoto va être un Dodger. Pour moi, même si tu n'as pas Yamamoto, ça commence à devenir problématique parce que tu n'as pas beaucoup d'autres options. Et à moins d'aller faire un autre échange, qui tu vas aller chercher pour solidifier ta rotation? Moi, c'est ça le problème que je vois avec les Dodgers en ce moment. Je comprends. Pour ce qui est maintenant du restant du cadre du baseball et des agents libres, vite, petit coup de gueule sur les Blue Jays, les gars. Qu'est-ce qui se fucking passe? On a perdu très clairement puis de façon absolument colossale le derby Ohtani d'une façon comique comme ça se peut pas. Et puis là, ben, on s'enligne pour perdre le derby de Yoshinobu Yamamoto. Ouais, mais je pense pas que Yamamoto était vraiment dans les plans des Jays. Moi, je pense que les Jays, la grosse priorité demeure encore Cody Bellinger. Moi, je pense que c'est probablement dans les joueurs de position, c'est le gros agent libre encore sur la table pour toutes les équipes de la MLB. Si Cody Bellinger peut sortir à Toronto, ça pourrait être une assez grosse victoire pour les Jays. Mais là, c'est surtout que si on perd Matt Chapman aussi, là, peut-être ça peut se compliquer un peu. Mais écoute, j'ai de la misère à faire un coup de gueule sur les Jays de Toronto, alors que mes Red Sox dorment autant encore pour l'instant. Et je fais juste dire que les Red Sox, eux, n'ont pas une équipe sur papier pour au moins rivaliser dans cette division-là. Fait que moi, mon coup de gueule, je vais la garder pour mon équipe. Faites quelque chose. Mais au moins, ils sont dans le double Yoshinobu Yamamoto. Moi, écoute, mon équipe a eu Juan Soto, fait que je vais me permettre de faire des coups de gueule. Et mon autre équipe, qui avait déjà Eduardo Rodriguez, vient de re-signer Lourdes Gurriel pour 3 ans, 42 millions. Les Diamondbacks qui ont une excellente saison morte. Les Diamondbacks n'auraient pas pu avoir un meilleur début de saison morte. Pendant ce temps-là, les Jays, qui, tu disais, ont eu une défaite humiliante contre les Twins en série, on n'est pas capable de passer au prochain niveau. On a manqué sur Ohtani, et là, faut se revirer. On avait de l'argent prévu pour Ohtani, il faut que cet argent-là ait sur d'autres joueurs. Cody Bellinger est la solution à Toronto parce qu'il réglerait tellement de problèmes.
Sauf que le problème, c'est que les Cubs aussi veulent avoir Cody Bellinger. Eux aussi ont manqué Shohei Ohtani. Cody Bellinger sait que ça a marché à Chicago. Et c'est quand même rare, les joueurs autonomes qui veulent aller volontairement au Canada. Il y a eu quelques lanceurs dans les dernières années à Toronto, puis il y a eu certains joueurs qui l'ont fait. Mais c'est quand même rare que de base, le Canada soit nécessairement un attrait pour ces joueurs-là. Et pour moi, Bellinger, je continue de penser que les Cubs vont aller le rechercher. Rendu à ça te laisse qui? Ça te laisse Matt Chapman? Parce que Young Holley a signé aussi, ça peut pas être ton option. Fait que ta dernière option, c'est de re-signer Matt Chapman, mais même si tu re-signes Matt Chapman à gros prix pour plusieurs années, est-ce que tu t'es amélioré? Je sais pas. Puis il y a aussi la rumeur qui parle d'une transaction pour Christian Yelich. Est-ce que Christian Yelich améliore vraiment cette équipe-là aussi? Premièrement, je ne vais accepter, comme un peu comme Daniel Jones, je ne vais accepter aucun slander de Christian Yelich. Oui, mais écoute, j'ai rien contre Christian Yelich. Non, mais j'ai rien contre Christian Yelich qui a eu des super bonnes saisons, puis qui était correct l'an passé, mais son dos est un problème, il y a un énorme contrat, puis... Tu sais, défensivement, c'est pas le meilleur voltigeur. Tu sais, défensivement, si tu remplaces Kevin Kiermaier par Christian Yelich, c'est un downgrade sur toute la ligne. Donc, il va falloir qu'il reprenne au bâton. Il est juste correct, il est fine. Ouais. Il est capable de faire tout sans être super spectaculaire et comme un peu ses années de MVP en 2017 et 2018. Mais si c'est ça vraiment la dernière option, même si je suis un très grand fan de Christian Yelich, peut-être ses meilleures années sont déjà passées, on règle peut-être pas tant un problème que ça, par exemple. Écoute, tu regardes ce qui s'est passé quand Dalton Varsho est arrivé. Pour moi, Christian Yelich, c'est Dalton Varsho moins bon défensivement. Fait que, est-ce que... Puis on sait que Varsho n'a pas nécessairement été le plus apprécié à Toronto. Parce que Yelich améliore vraiment cette équipe-là. J'ai de la misère à y croire. Peut-être que Yelich va être échangé à Toronto, qui va devenir la meilleure affaire depuis le pain tranché, puis qu'on va parler de sa légende comme on parle de celle de José Bautista. Mais je le vois pas. Je le vois pas en ce moment. Puis s'il se ramasse avec Christian Yelich, quelle saison morte désastreuse pour cette équipe-là. Sérieusement, c'est fou. On est passé de Shohei Ohtani à peut-être Matt Chapman et peut-être Christian Yelich. Yikes. Avec Cody Bellinger, entre parenthèses ici et là. Ouais, en énorme parenthèse. Ouais. Pour terminer un petit peu là-dessus, quelque chose de baseball et un peu football, c'est un peu spécial. Oui. Et Montréal par-dessus tout. Cette semaine, on a la compagnie Topps qui produit des cartes de sport, notamment cartes de baseball. Il y a un marché extrêmement populaire pour ça. Il y a beaucoup de millions d'argent qui vont là-dedans. Et on a fait un petit peu jaser cette semaine. En fait, on a fait grandement jaser dans cette communauté-là de la carte sportive pour autant des bonnes que des mauvaises raisons. On va y aller dans le bon. Pour ceux qui ne le savent pas, si vous voyez un vidéo iceberg de l'histoire du sport, probablement dans les bas-fonds de l'iceberg, vous allez voir le fait que Tom Brady a été repêché au baseball majeur par nul autre que les Expos de Montréal. Ouais. Malgré qu'il n'a jamais joué. Il a continué au football. Maintenant, la compagnie Topps, puis aussi au passage, on se dit aussi, que serait-il arrivé si Tom Brady avait décidé le baseball finalement, tandis au lieu du football, peut-être qu'on n'aurait pas eu le même Il aurait fait le anti-Kyler Murray. Exact. Oui, le Kyler Murray inversé. Exact. Et puis là, la compagnie Topps, justement, profite un petit peu de cette occasion-là et ont décidé de faire une carte de baseball extrêmement spéciale. Une seule dans ce monde va exister où on a Tom Brady déguisé, je dis bien, habillé, bien sûr, dans son habit des Expos de Montréal de 1995. Et la carte est signée, tout ça. Et maintenant, on parle aux enchères plus d'un demi-million de dollars pour ça. On parlait il y a quelques semaines, il n'y a pas longtemps de ça, de qu'est-ce qu'on ferait si on avait tout cet argent que Shohei Ohtani avait. Moi, je l'investirais sur la carte de Tom Brady parce que parce que là, moi, je parle personnellement, je trouve ça absolument fantastique. Puis en plus, c'est les expos parce que câlisse qu'on s'ennuie de nos expos à Montréal. Bring back les expos, hashtag. Les boys. Mais écoute, je regarde un peu, puis tu parlais de la carte, mais moi, ce que j'ai vraiment aimé de ça, c'est la publicité. La pub était exceptionnelle. Parce que pour ceux qui l'ont pas vu, dans le fond, je résume un peu. La publicité, on se demande un peu qu'est-ce qui serait arrivé dans un monde où est-ce que Tom Brady était devenu un joueur des Expos, puis on s'imagine qu'il serait devenu une légende, puis qu'il aurait sauvé les Expos à lui seul, puis qu'il y aurait eu des MVP,
des milliers de coups sûrs. Au même titre que les Patriotes, soyons honnêtes. Il serait devenu la même légende au football, il serait devenu au baseball. Puis, ce qui est drôle dans cette pub-là, c'est qu'on a... on parle aussi de... il était tellement bon, sa grande remontée contre Atlanta, en hommage à sa remontée contre les Falcons, et aussi les 2 années où est-ce que les maudits Giants nous ont volé un titre en référence au fait que les Giants de New York ont volé 2 titres du Super Bowl. Mais ce que j'aime aussi dans cette publicité-là, c'est les 3 caméos qu'on a. Vlad Guerrero, on a Larry Walker et on a Pedro Martinez. Les 3 qui se souviennent du bon vieux temps où est-ce que Tom nous faisait gagner. Ça, sérieusement. Écoute, moi j'ai été trop jeune pour connaître les expos. Moi j'ai été trop jeune pour connaître les expos, mais je veux dire, je connais mon histoire des expos, puis j'ai quand même vécu ça par après, j'ai lu là-dessus, puis même moi, pour le monde à la maison, pour le monde qui ont... J'échappe ma bouteille d'eau. Pour le monde qui a la grande chance le podcast sur YouTube, la véritable encyclopédie des expos de Montréal, écrit par nous. Oui, à lire ça. Oui. Une fois les expos à lire pour tous les fans de baseball. Suggestion de cadeau de Noël. On n'est pas commandé, cadeau de Noël. Si vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un qui aime le sport, la véritable encyclopédie des expos, il n'y a rien qui ne va pas être dit. C'est exceptionnel. C'est Marc Robitaille et Jacques Doucet, le légendaire Jacques Doucet, justement. Là. C'est absolument fantastique. Une excellente lecture, puis la publicité est vraiment drôle, puis on a même vu Eli Manning qui a répondu aussi qu'Eli Manning avait été le coureur des Giants, puis on le voit avec son uniforme des Giants de San Francisco sur le dos, puis qui dit « Ouais, Tom, écoute, on paraît qu'on se souvient du bon vieux temps où est-ce qu'on joue au baseball, fait que je me souviens du bon vieux temps où est-ce que mes Giants t'ont battu en finale. » Puis je trouve que c'était juste le fun, puis ça fait vivre un beau moment de nostalgie aux fans des expos, puis Eli Manning qui en profite pour répondre, j'ai adoré ça. Ça a été exceptionnel. Ça. Écoute, je déteste Tom Brady de chaque centimètre cube de mon corps, de mon esprit, de mon âme mis ensemble. Puis même ça, je trouvais ça drôle. Même ça, je trouvais ça genre Mais c'est vrai que le caméo Walker, Vlad Père, puis Pedro Martinez, c'est les feels sont venus me chercher. Ça te ramène en enfance, ça le vieillard. Puis moi, je suivais pas le baseball dans ce temps-là, puis j'ai aucun lien émotif avec les Expos de Montréal. Aucun. Moi, j'ai commencé à suivre le baseball quand, justement, ils sont partis, quand les Red Sox ont fait la fameuse remontée de 0-3 en 2004. Avec Pedro Martinez, notamment. Avec Pedro Martinez, justement. Mais même à ça, j'étais genre, mais si seulement on avait continué, Vlad Père aurait resté avec les Expos. Quelques années plus tard, on aurait eu Steven Strasburg, Bryce Harper. Bryce Harper à Montréal, à quel point, dans un univers alternatif, ça serait insane. Ouais. Mais écoute, c'est le plus gros what if du sport montréalais. Mais ramenez les Expos. C'est juste ça que j'ai à dire. Commentaire éditorial. Puis en même temps, tu regardes les contrats de 700 millions qui se donnent avec Otani, puis tu te dis, il y a vraiment 700 millions qui se donneraient à Montréal. Est-ce qu'on pourrait vraiment rivaliser avec ça? Tu sais, je sais pas. Ce serait un beau rêve, puis le jour où les Expos vont revenir, je vais tellement être content. Mais tu regardes ça, puis au moins ça fait un beau moment de nostalgie, mais c'est rough de voir ça, pas les gros contrats, tu te dis, Seigneur, on n'a pas cet argent-là à Montréal. Non, c'est ça, puis je vais juste trouver ça drôle du fait que, tu sais, on aime toujours un peu dire comme, les joueurs, OK, font des millions, mais câlisse, imagine le jour qu'on a une équipe à Montréal, puis quelqu'un fait un contrat de, on va dire, je sais pas moi, peut-être un 300-400 millions, avec l'inflation, tout ça, on va compter ça dans le temps, là. Bon, on va faire tabarnak, tu sais, ils vont réaliser c'est fou. L'argent au baseball, c'est démesuré, là. Et t'imagines-tu Cole Caulfield qui regarderait un joueur de baseball, mais genre, le joueur de baseball, genre, le plus moyen, puis le gars fait genre 8 millions, il fait genre plus que lui, genre. Regarde ça, c'est fou. Genre, really, Pat? Tu sais, tu regardes ça, puis Otani vient de signer pour 70 millions par année. Tu sais, c'est un contrat spectaculaire, puis tout, puis tu sais, mettons qu'on parle de 45 les gros contrats, mettons, à 45 millions par année. Au hockey, la masse salariale va passer à 87,5 millions l'an prochain. C'est fou, là. C'est fou. Ça en dit long. C'est tellement différent, ces deux mondes. Puis il y a tellement une différence là-dedans. Puis en tout cas, mais ça reste que le rêve des Expos. Je vais y croire pour toujours. Puis j'espère qu'un jour, on va avoir les Expos, quitte à être une équipe de petits marchés comme les Rays, s'il faut qu'on en arrive à ça. Shout out les Underdogs. C'est tout ce qu'on avait pour vous aujourd'hui.
On espère vraiment grandement que vous avez apprécié cet épisode de 1h30, alors que Félix et moi, on a des choses à faire à l'heure qu'on enregistre. On a des choses à faire, puis calé qu'on vous aime tellement qu'on vous fait un épisode d'1h30. Soit c'est ça, ou soit on n'est pas capable de se fermer notre gueule. Mais bref... Un n'empêche pas l'autre. Non, c'est ça, l'un n'empêche pas l'autre. C'est ce qui complète non seulement l'épisode d'aujourd'hui, mais notre année 2023 de la triple menace. Déjà, on est déjà à 3 mois depuis qu'on a lancé justement le programme. On va être de retour en 2024. On va être de retour encore plus fort. Et pour notre épisode de retour qu'on semble pas mal confirmé le 8 janvier, Félix, tu as un petit projet spécial que tu veux rappeler aux auditeurs? Oui, j'en parlais un peu la semaine passée, mais j'aimerais ça pour essayer de vous intégrer un peu dans ce projet-là, ceux qui nous écoutent. Puis, tu sais, on est 3 menaces, mais on serait rien sans vous qui nous écoutez. Et on veut vous faire un peu de place dans ce projet-là. J'aimerais ça qu'on organise un peu. Si vous avez des questions en tout genre, que ce soit dans le sport, que ce soit sur nous, n'importe quoi, on veut vous faire un peu de place, on veut vous faire une certaine tribune. Donc, si vous voulez rejoindre notre groupe sur Facebook, les super fans des Tigers de Guangdong, ou nous écrire sur nos adresses, nos comptes Twitter ou quoi que ce soit, on aimerait vraiment ça vous faire de la place, on aimerait ça vous garder un petit segment dans le prochain épisode, ou quitte à, si vous avez bien des questions, on fera un épisode complet sur vos questions, puis on veut vous intégrer dans ce projet-là, puis on veut vous faire de la place. Fait que si vous êtes dans le groupe privé, ou si vous me suivez sur Twitter, ou si vous suivez les gars sur Twitter, j'imagine que les informations vont se rendre à vous aussi. On vous envoie tout ça, puis on veut vous faire de la place, on veut vous entendre, on veut entendre notre 4e menace dans le prochain épisode. Donc, des questions en tout genre, les super fans des Tigers de Guangdong sur Facebook ou sur nos comptes Twitter respectifs. Donc, dans mon cas, _FForget _LTM. Dans le cas de Mio, c'est @Amemil. Et dans le cas de Pop, c'est P_O Poulain. Donc, nos comptes Twitter respectifs. Puis, on parle de questions, que ça peut être n'importe quoi, mais ça peut être aussi des prédictions pour 2024. Vous voyez quoi dans votre boule de cristal? Est-ce que vous voyez justement les Dodgers aller chercher un championnat avec Shohei Ohtani? Est-ce que le Canadien va faire les séries? Est-ce que tel joueur va être transigé? Est-ce que les Pistons de Détroit vont enfin gagner un match à un moment donné? Allez-y vos prédictions, allez-y de vos hot takes les plus spectaculaires et les plus folles que vous pouvez. Puis ça va nous faire plaisir de lire ça en ondes et de commenter et de vous dire à quel point vous êtes delusional. Mais ça, ça reste encore à confirmer. Mais question, prédiction, n'importe quoi. Ça peut être même un sujet de débat. Est-ce que le pain sandwich doit être accordé à Noël? Ça doit-tu être à cancel à Noël? Non. Exactement. Ça peut être n'importe quoi. Fait que écrivez-nous, puis on s'en va vous faire plaisir de répondre pour peut-être une section le 8 janvier, et peut-être même si vous êtes avec nous, on pourra faire ça de manière continue à chaque épisode. Exactement. Éviter. Surtout aussi, j'aimerais ça qu'on puisse jaser du retour du jour de l'an aussi. Moi, c'est ma question que je vous lance à vous autres à la maison, là. Quel a été votre moment préféré du sport en 2023? Je sais que quand ça va sortir l'épisode, il y a encore des choses qui vont se passer, puis il y a des grandes choses qui devraient se passer encore d'ici là. C'est pour ça que je demande des questions pour le 8 janvier. Quel a été votre moment préféré dans le sport cette année? D'ici là, on a quand même une petite semaine, 2 semaines, 3 semaines de sport qui s'en viennent, mais notamment du côté de la NBA, je l'ai mentionné, le retour de Ja Morant, le tant attendu retour de Ja Morant après une suspension de 25 matchs. On va savoir ce qui va se passer avec Draymond Green. On va prendre vos prédictions. Est-ce qu'il va encore être à Golden State? Est-ce qu'il va être à une autre équipe? Va-t-il être de retour tout court cette saison? Parce qu'il y a encore. Est-ce qu'il s'en va à Guangdong? Est-ce qu'il en va avec les Tigers de Guangdong, Mio? Voilà, on l'a. Guangdong Tigers. Les Tigers de Guangdong, mesdames, messieurs, ils vont peut-être rejoindre notre club préféré éventuellement. Exact. Pour ce qui est de Noël, jour de l'an, on va être choyé. On va avoir du football et du basketball. En fait, on va avoir du basketball le 25, c'est un classique. Ça fait partie de la tradition du basketball. À Noël, on va avoir des excellents matchs à vous présenter. On va avoir du football le 25 et le 31, la veille du jour de l'an, on va avoir un match classique Vikings contre Packers qui devrait être assez haut en spectacle. D'ici là, par-dessus tout, on vous dit un grand merci d'avoir passé ce qui restait de cette année 2023 avec nous. Surtout, passez un excellent temps des fêtes. Soyez avec votre famille, soyez avec vos amis. Prenez un shot s'il faut.
décompresser de votre fucking session pour les étudiants comme Félix et moi. Bon, ouais. Félix est un peu moins un adepte de consommation d'alcool que moi, mais avec modération surtout aussi. On veut pas un cas comme il est arrivé il y a quelques semaines avec une autre émission, mais prenez soin de vous autres. On se revoit en 2024. Je vous envoie des bisous. Les gars, mot de la fin. Mot de la fin. Le podcast La Triple Menace. Disponible sur Spotify, YouTube, Google Podcast et Apple Podcast.